Salut tout le monde! Vous Salut, m'entendez salut. bien les gars? Tout va bien? Très bien, très bien. Ah, Nickel. je vois que ça a sorti, il nous a sorti un petit truc Scipion là. Sympa le petit pull. Petit maillot, ouais, Fiorentina, Batistuta, on est là. Ah ouais, il a du flow. Ah, c'est un Hop, magnifique. Batigol en plus, quel joueur. Quelle année? Waouh. Je crois que c'est un hommage aux fins des années 90. Ok, ok. Ah, oui, il est beau en vrai, hein. Pas mal. Bon, et ben les amis, bienvenue. Comme promis, on est là, comme à chaque fois le jeudi, pour venir débriefer des matchs de la semaine en Ligue des Champions. Avec bien sûr un espoir qui est revenu du côté marseillais. Et puis des questions pour l'instant qui sont en suspens côté Paris Saint-Germain. On va débriefer bah, voilà, les deux rencontres des équipes françaises. On parlera aussi bien sûr du Barça-Inter. Match incroyable, incroyable match qui s'est passé au Camp Nou. On fera un petit tour aussi voilà, sur les autres matchs, hein, les autres rencontres. Faire un petit peu le point, l'état des lieux de chaque équipe engagée pour le moment. Regardez aussi les groupes, hein, voir qui est déjà qualifié, qui est pas loin de l'être. On va regarder tout ça avec notre partenaire PMU, bien entendu, comme d'habitude. Vous voyez toujours le petit code à l'inscription qui vous permet d'avoir un petit bonus sur le site PMU Sport. Et aussi une super code boostée qu'on vous propose, comme d'habitude. Et la super code boostée, ce soir, elle concerne le match d'une équipe française, le match de Nantes, Nantes-Fribourg. Il faut que les deux équipes marquent et que il y ait plus de 3,5 buts dans le match. Donc en gros, il faut qu'il y ait minimum 4 buts, quoi. Vous avez compris. Tout ça, ça se passe sur le site PMU Sport. Avec Bruce aujourd'hui qui est là. Ça va, Bruce? Bon écoute, ça va, une semaine foot pour le moment très contrastée. On va voir ce soir, on va voir ce week-end, mais moi quand le foot ne va pas, le reste en général, voilà, ça peut pas aller parfaitement quoi. Oui, aïe, 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 aïe. C'est vrai Donc que voilà. la semaine est un peu contrastée et c'est que le début, c'est pas terminé. Il y a Kanto qui est là aussi. Salut Kanto, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va, je viens de prendre ma petite prot là pour continuer à me développer Bon, on musculairement, voit que donc t'as tout poussé, va bien ouais. là, ouais, je suis en forme là, je suis en Ouais, forme de ouais. ouf. Ouais, ça se voit là. On Ouais, voit la ouais, veine qui apparaît là. là j'ai pris mes acides aminés, ma petite prot, mon Ouais, complément alimentaire, incroyable. voilà, là, écoute, la fonte, je la soulève Ah, maintenant. tu la bois la fonte là. Ah, je la bois à la fonte, je la bois. Et on est aussi avec Scipion qui est avec nous, qui a sorti un magnifique pull en hommage à la Fiorentina et à Gabriel Omar Batistuta. Comment ça va, Scipion? Écoute, nickel, toujours un plaisir d'être avec vous. Et puis voilà, on va parler un petit peu de foot. On se projette sur le Super Sunday qui arrive. On va se régaler, Ouais, ouais. évidemment. Le bouquet final, ce sera le lundi soir avec Bastia-Bordeaux. Et oui, les amis, toujours cette bonne vieille Ligue 2, hein. On est là, hein. Ah ouais, je le kiffe ton bouquet, hein. Me l'offre jamais, hein, ton bouquet, hein, parce que là, clairement, je m'en passe, hein. Non, mais évidemment, c'est vrai qu'on va avoir un week-end de fou et puis tout ça, on en parlera lundi dans l'émission Hebdo. Bon, les amis, trêve de plaisanterie, rentrons direct dans l'art. Et on va commencer avec l'OM. L'OM qui, donc, comme je disais en introduction, a retrouvé du souffle. L'OM qui a même retrouvé carrément, on peut le dire, l'espoir de se qualifier, d'accéder donc à ces huitièmes de finale. Un match, encore une fois, c'est dingue, mais encore une fois bien aidé par le Sporting, hein, qui sera complètement passé à côté. On commence par toi, Scipion. Voilà, ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu dans l'émission. Des raisons d'y croire, du coup, pour l'OM. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, toi? Ouais, bah c'est vrai que forcément, là, on passe d'une situation par rapport à la semaine dernière où l'OM était voilà, à 0 points. T'as rattrapé le Sporting, t'as un peu ton destin finalement entre tes pieds, alors qu'avant on était quasiment sûr que c'était même fini, quoi qu'il arrive, pour la troisième place pour Europa League. Et je trouve que c'est super intéressant parce que, quoi qu'il arrive, pour la dynamique, pour le groupe, voilà, Igor Tudor, il a vraiment retourné la chose. On se souvient quand même qu'on parle d'un coach qui était sifflé à l'annonce des équipes pour la première journée de Ligue 1. Et là C'est vrai. aujourd'hui, il peut les ramener en huitième de Ligue des Champions, alors que ça paraissait voilà, très compromis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de positifs, je pense, à tirer. Alors évidemment, on a un Sporting Lisbonne qui, par rapport à la tournure des événements, voilà, n'a pas su bien gérer ses émotions. Je sais pas comment l'expliquer, mais par rapport même à ce match-là, on a senti vraiment encore une équipe très nerveuse, avec peut-être encore plus avec la pression du public, alors que normalement, s'ils devaient jouer avec, là, je les ai trouvés vraiment à l'envers. Et voilà, l'OM a fait vraiment le match sérieux qu'il fallait. Guendouzi qui assume, qui met le penalty.
un excellent Amin Harit, voilà, je pense qu'on y reviendra là-dessus, mais au moment de distribuer, tu vois, les bons points, les bonnes individualités. Moi, depuis le début de saison, vraiment en termes de top recrue, on a beaucoup parlé des Pistons, mais j'aime beaucoup Chancel Mbemba. Mais c'est vrai que le retour d'Amin Harit, alors qu'on, tu vois, on disait peut-être, voilà, c'est une solution alternative, c'est plus un joueur pour rentrer à la 70e, faire la différence. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de s'installer dans le 11 de l'OM, parce que bah voilà, il y a des Gerson, il y a des Payet, voire des Under qui finalement sont un peu réguliers, qui n'assument pas trop leur rang. Et Harit, bah vraiment, c'est ce type de joueur qui finalement, dans ce que cherche Tudor, dans la verticalité, dans la transmission rapide de ses mouvements, dans ce côté très technique aussi pour jouer avec un Alexis Sanchez devant, je trouve il est vraiment au top. Et vraiment, ça me bluffe parce que je l'attendais pas à ce niveau-là. Et du coup, bah, je trouve que c'est une excellente chose. Et en plus, voilà, on parle d'un joueur qui a attendu. Est-ce qu'il est rentré à l'OM? Est-ce qu'il n'allait pas partir du côté Galatasaray? Non, il a vraiment attendu ce message de Longoria. Donc je trouve qu'il est superbement impliqué. Voilà, ça promet de belles choses pour la suite. Et notamment pour dimanche et le Classico. En effet, on a beaucoup aimé, en tout cas, oui, c'est vrai, Tudor, hein, pour le coup, là, tous les choix étaient bons, et pour pas dire parfaits. On a vu, comme tu l'as dit, ouais, un Alexis Sanchez conquérant, et Bruce, que dire du match d'Amin Harit, au-delà de ton avis général sur ce match-là. Et c'est vrai que c'est le joueur qui, pas s'est révélé, mais en tout cas, a crevé l'écran hier, Bruce. Ouais, non, c'est clair, il est dans tous les bons coups. Bah, c'est lui déjà sur le péno et donc bah, le rouge qui s'ensuit, etc., qui vient toucher le ballon. C'est lui qui fait la passe aussi à Alexis Sanchez. Mais on le sentait ces derniers temps, on le sent plutôt bien en jambes. Et quand il est comme ça, tu sais, il n'hésite pas à percuter, etc. Donc il est dans beaucoup de bons coups. Et voilà, bah, en tout cas, on va dire de manière plus générale, bah, comme il l'a très bien dit, c'est vrai que ça partait de loin. On les voyait quasi éliminés. Maintenant, ils ont pris 6 points. Si jamais il y a égalité à la fin, ils se retrouvent à 9 points comme le Sporting, bah, ils passeront devant le Sporting parce que sur la confrontation directe, ils sont devant. Et puis, j'en parlais même en live hier, il y a même un scénario où tu peux jouer Tottenham si même ça se passe mal pour Marseille du côté de Francfort, si jamais Tottenham gagne son match contre le Sporting. Tottenham sera sûr d'être premier et du coup bah, mettra sûrement l'équipe bis contre l'OM, tu vois. Donc c'est vrai que là, ça se goupille plutôt pas mal, on va dire, pour Marseille. En tout cas, ils se sont donné bah, les raisons d'y croire. Ils sont complètement relancés. Puis en plus, on va pas se mentir, la confiance, ça y est pour beaucoup en général. Donc ils sont sur une bonne dynamique. Et voilà, maintenant, bah, on verra ce qu'ils vont faire lors du prochain match. Mais franchement, on peut parler aussi, oui, du Sporting qui peut-être prend des rouges à chaque fois, parce que tu as eu l'impression de voir un peu un copier-coller du premier match, même si c'est un peu différent, mais au niveau du premier rouge qui intervient assez vite, etc. Mais après, faut pas enlever aussi, d'une certaine manière, le mérite à l'OM qui les pousse à la faute, et puis ça, c'est pas leur problème, c'est un match de Ligue des Champions. Le Sporting avait fait 6 sur 6, ils ont joué 2 fois Marseille, bah, ils ont fait 0 sur 6. Donc voilà, bah, bien joué aux Marseillais, et bah, maintenant on espère une qualif, parce qu'il y a toutes les raisons d'y croire. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, c'est comme je le répète encore une fois, maintenant, on a envie de se dire que l'OM, presque, enfin, pas doit aller chercher, mais peut aller chercher cette qualification. Ils sont très très bien placés dans cette poule-là. Quanto, évidemment, toi, tu as un œil très critique sur ton club. Tu es toujours, voilà. En train d'essayer de voir quels sont les points négatifs, et puis c'est normal, hein, on veut toujours le meilleur de son équipe. Qu'est-ce qui t'a déplu hier, si tant est qu'il y avait quelque chose à souligner? Non, écoute, ce qui m'a déplu, bah, c'est quand même compliqué de sortir des points noirs d'un match comme ça. Quand tu vas gagner un match de Champions League à l'extérieur, c'est quand même difficile de faire la fine bouche, surtout après la période pendant laquelle on est passé. Donc non, sincèrement, des points noirs. Si vraiment je dois sortir des petits points négatifs, bah, c'est les performances de Nuno Tavares en Champions League, où j'ai l'impression qu'il n'est pas encore il est pas encore au niveau dans ces matchs-là où il se Ah, met j'ai une un vrai pression. problème avec lui, moi. Et ouais, c'est pas le Nuno percutant qu'on avait vu en début de saison, notamment en championnat, mais il y a peut-être une forme de pression chez lui qui s'installe quand il joue des matchs de Champions League. Et ensuite, bah, c'est Vertu qui est pas catastrophique, mais qui voilà, il va falloir quand même qu'il se remette à pratiquer un meilleur football, à être un petit peu plus entreprenant, un peu plus en confiance. Il y a des phases de jeu qui montrent que il est pas en confiance. Donc voilà, c'est vraiment sur ces petits points-là que j'aimerais voir des évolutions sur ces joueurs-là. Bon, ça fait un petit moment quand même du côté de Marseille que Vertu ne fait pas des bons matchs, on en a déjà parlé. Donc on va pas revenir dessus. Là, il a pas été mauvais. Attention, je suis pas en train de dire qu'il a été mauvais. Mais on sait qu'il peut faire tellement mieux que voir Vertu proposer ça. On s'attend forcément à mieux d'un joueur de cette qualité-là.
Je savais qu'il y avait quand même Zounder, des points négatifs, hein, toujours. il y en a toujours, il y en a toujours. Mais c'est pas collectivement, c'est individuellement. Mais sur une victoire comme ça, c'est quand même difficile. Tu vois, là, je te parle de Vertou, mais Vertou en soi fait pas un mauvais match. Il a su se montrer, il a su se montrer dangereux. Il a fait son taf. Maintenant, c'est vrai qu'on en attend plus. Tout comme peut-être Sanji Zunder qui physiquement est un petit peu moins bien, mais lui, je m'en fais pas. Quand il va revenir physiquement, il va faire très très mal. Voilà pour les points négatifs. Après, je vais pas parler que des négatifs quand même de ce match-là. Euh, comme l'a dit Bruce, c'est vrai qu'on a eu un match un peu bis repetita par rapport au match aller. Beaucoup disent le Sporting a donné 2 victoires à l'OM. Maintenant, si ça arrive une fois, je veux bien que le Sporting donne un match à l'OM. Si ça arrive 2 fois, c'est peut-être parce que c'est l'OM qui est pour quelque chose aussi. Et que le pressing haut proposé par les joueurs de l'Olympique de Marseille et par des garçons notamment comme Matteo Guendouzi, ont posé beaucoup de difficultés à cette équipe du Sporting. Moi, toute la semaine, j'en ai parlé dans Hors-jeu et j'en ai parlé également sur mes lives. En disant que le Sporting, attention, parce qu'on a vu 2 choses au match aller, c'est que sur le plan de la nervosité, ils n'avaient pas été sereins tout le match aller, et que même s'il y a eu des circonstances défavorables en leur défaveur, et notamment le match de leur gardien de but, Adan, on a vu que c'était un Sporting qui était très 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 nerveux, et notamment suite à l'intervention d'Esgaio qui devait prendre un rouge déjà au match aller. J'avais dit attention, parce qu'une équipe qui est nerveuse au match aller, ça veut dire qu'elle va avoir des craintes au match retour, et qu'elle peut très rapidement devenir nerveuse au match retour. Et attention aussi à ce gardien remplaçant, même si tout le monde me dit oui, non mais Adan c'est une catastrophe, tant mieux qu'il ait pris rouge. Non, 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 pas tant mieux, parce qu'Adan il est passé à côté d'un match. Par contre, le petit gardien Israël, il a 22 ans, il a aucune expérience. Et on a vu notamment sur cette frappe lointaine d'Alexis Sanchez, le petit était déjà sur les genoux alors que la frappe venait à peine de partir. Et on l'a vu faire une parade en difficulté, même si sur les buts il n'y est pas pour grand chose. On voit l'importance d'expérience d'un gardien de but dans un match comme un match de Champions League, et au final toutes ces petites alertes, tous ces petits warnings qui étaient en défaveur du Sporting, même si c'est vrai que le match avait été rendu facile par la méperformance et la contre-performance du gardien de but. Voilà, il y avait des alertes qui nous mettaient en garde comme quoi ça pouvait arriver de nouveau lors du match retour. Et là où je suis content, c'est que l'OM est arrivé à pratiquer la même pression sur le Sporting, et l'OM est arrivé à complètement faire déjouer le Sporting encore une fois, à se mettre le match dans la poche rapidement encore une fois, avec les qualités offensives, avec les cartons rouges concédés par Esgaio, avec les petits problèmes de contrôle de soi des joueurs du Sporting. Et voilà, donc le bilan, c'est que c'est pas le Sporting qui passe 2 fois à côté, c'est que l'OM a fait en sorte que le Sporting passe 2 fois à côté. Alors, je pense qu'on peut peut-être entrer maintenant dans l'analyse, peut-être joueur par joueur, les top flops, hein, comme on les appelle assez régulièrement. Quand toi parlé de Vertou, moi personnellement Vertou, j'ai quand même trouvé qu'il était un petit peu plus entreprenant sur ce match. C'est plus facile quand l'équipe est à 10 en face, hein, c'est évident. On l'a vu tenter des frappes, on l'a vu tenter des choses. Nuno Tavares, je le disais tout à l'heure, j'ai un petit problème avec lui. Moi, c'est que ce joueur, je trouve qu'il manque d'énormément de choses. Il est jeune, c'est normal, mais je trouve que ce joueur peut être un problème plus tard. T'as la sensation que parfois, quand il faut lâcher la balle, il la lâche pas, il va continuer à jouer avec son vis-à-vis. T'as la sensation aussi que parfois, il se jette un peu sans forcément réfléchir. Je trouve qu'il manque un peu de finesse, ce joueur, et j'ai l'impression qu'il faut absolument lui parler. D'ailleurs, on a vu à un moment donné Tudor essayer de le recadrer, essayer de lui parler longuement. Donc moi, j'ai un petit problème avec lui. Il y a aussi le match de Rongier, un match qui a été un petit peu compliqué pour lui au début, notamment sur les remises, sur les relances. Il a eu un petit peu de mal, après ça allait mieux, mais voilà. Toutes ces questions, Scipion et Bruce, pour savoir si, avec tous ces petits points entre guillemets négatifs, est-ce que ça va pas être compliqué pour la suite? Parce que en effet, si on reste très honnête, le Sporting, je vais pas dire qu'il a donné le match, mais en tout cas, il a quand même grandement facilité la presta de l'OM. Vous en pensez quoi? On commence par toi, Bruce. Non, moi franchement, peu importe, comme l'a dit Kanto, oui, ils ont fait des erreurs sur les 2 matchs, mais Marseille les a aussi poussés à la faute. Je veux dire, voilà, ça marche dans les 2 sens. Donc, non, non, il y a des choses positives. Honnêtement, Mbemba, on le voit en ce début de saison quand même, c'est très très bon. Harit, on en parlait avant, qui est sur une forme incroyable, qui fait beaucoup de bien. Guendouzi, souvent, il entraîne les autres derrière lui. Voilà, Alexis Sanchez qui amène aussi de l'expérience et qui fait beaucoup de bien. On n'oublie pas que c'est lui qui remet l'OM dans le droit chemin à l'aller avec l'égalisation, sans quoi ils étaient très mal.
Donc non, il y a quand même un mix qui fait que ça peut fonctionner. Et en plus de ça, bah, les résultats en Ligue des Champions, tu gagnes 2 matchs de suite. La confiance, c'est contagieux, tu vois, dans les deux sens. Ça peut partir, ça peut venir. Donc ça te permet d'aborder les matchs un peu plus sereinement aussi. Donc honnêtement, non, non, justement, tout n'est pas parfait chez certains. Mais comme quoi, il y a encore une marge de progression. Et honnêtement, non, moi, j'ai envie d'y croire à cet OM-là. Maintenant, on verra à Francfort. Mais maintenant, je pense qu'ils ont une vraie chance de se qualifier. Ouais. Merci d'exister sur le chat. Excuse-moi, Braque, mais merci Vas-y. d'exister. Il y en a sur le chat parce que je lis des commentaires. Là, je viens de lire 2 commentaires d'affilée qui écrivent, des mecs qui écrivent non, mais arrête de dire de la merde. En 11 contre 11, le Sporting vous fume tous les jours. Frérot, on vient de leur claquer 6-1 sur une double confrontation. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on en joue 15 des matchs pour que le Sporting arrive à nous taper? On va en jouer 15 et la 14e fois, le Sporting, ils vont nous taper. On va dire, ah, c'est bon, ils sont plus forts que nous, le Sporting. On vient de leur mettre 6-1 là, arrêtez 2 minutes. Et s'ils étaient 11, et s'ils avaient CR7 qui avait signé, et s'il y avait le gardien, et s'il n'y avait pas le rouge, et si. Mais on non, leur a mis 6-1 en double confrontation. Au bout d'un moment, il vous faut quoi de plus? Arrêtez d'être Mais non, mais Kanto, tu connais. Mais non, mais. Moi, je ferme ma gueule et je dis, regarde, au match aller, contre Tottenham. On est 0-0. Chancel Bamba prend un carton rouge. Le match, on le perd 2-0. À quel moment je suis arrivé et j'ai dit, ouais, mais putain, si on est 11 contre 11, autant on fait match nul? Non, j'ai rien dit parce que les cartons rouges, ça fait partie du foot. Si on a pris un rouge, c'est parce qu'on devait prendre un rouge parce qu'on était moins fort et c'est tout. Parce que Tottenham a été au-dessus. Tottenham a gagné, ils ont été au-dessus. Mais il vous faut quoi de plus? On leur met 6-1. C'est surtout que c'est 2 fois d'affilée. C'est une fois, tu peux sur un match avoir un peu de réussite. Là, les gars, c'est 2 fois d'affilée. Ils ont provoqué les erreurs. Ok, le Sporting a été naïf. Mais les gars, c'est le football. Marseille. Ils se sont donné les chances justement de gagner les matchs, tranquille. Et puis Bruce, au-delà même du football, c'est la Champions League. La Champions League, c'est comme ça. C'est beaucoup dans la tête. Pas prêt, que t'arrives, bah oui, ça se joue dans la tête. Si tu te mets toi-même dans la merde, on peut pas reprocher à l'équipe qui est en face de toi derrière de perfer. C'est la Champions League, c'est comme ça. Il peut tout se passer en Champions League. Comme le dit Pep, c'est une histoire de moment, la Ligue des Champions. Voilà, temps fort, temps faible, gérer ces trucs-là et la moindre erreur, tu peux prendre cher. Après, attention, je suis pas en train de dire l'OM fracasse le Sporting 100% du temps, l'OM fracasse le Sporting, l'OM est plus fort. Je suis d'accord, au Sporting, il manquait du monde. Ben, on avait Coates qui était pas là à l'aller, qui a été blessé au retour. Et Pedro Porro, surtout parce que Esgaio à la base, il doit pas jouer. Hein. C'est Pedro Porro qui doit jouer. Et Esgaio, on voit qu'au match aller, il craque mentalement. Au match retour, il craque mentalement. Il prend un rouge et un penalty. Donc oui, et évidemment que je suis pas en train de dire l'OM est au-dessus du Sporting. Mais sur cette double confrontation-là, à ce moment-là, de ces matchs-là, l'OM a été au-dessus du Sporting, et ça c'est indéniable. Peut-être qu'on les rejoue dans 2 mois, on se fait taper. Mais là, aujourd'hui, on les a joués, on les a tapés. Bravo à l'OM, point barre. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis encore une fois, moi par exemple, je pensais que ce serait très compliqué pour l'OM par rapport à ce qu'on avait vu du Sporting contre Tottenham. Et là, force est de constater que le Sporting, en plus de se mettre dedans lui-même, il lui manquait quand même quelques éléments. Donc voilà, comme l'a dit Bruce, c'est un moment, tu joues avec tes cartes, tu joues avec ce que tu as. Et l'OM a très bien joué son coup. Revenons sur l'analyse des joueurs. Tes top et flop, toi, Scipion, pour ce match-là. Quels sont les joueurs, toi, que tu as vraiment envie de mettre en avant? Bah ouais, j'ai commencé en parlant d'Aminari, donc forcément je le mets dans le haut du panier. Et ouais, j'ai envie aussi de faire un focus sur Chancel Mbemba parce que ça fait partie de ses recrues. Ouais. Autant, tu vois, pour Jordan Verretou, j'ai un peu plus de doutes. Je me demande si c'était vraiment nécessaire d'aller chercher à ce prix-là, à cet âge-là, sur cet apport. Je suis pas hyper convaincu, même par rapport à ce qu'il faisait à la Roma sur les dernières semaines. Sur la globalité, son passage en Italie est très réussi, mais je suis pas convaincu, tu vois, du timing. Par contre, Chancel Mbemba, je suis vraiment très fan parce que c'est vraiment un genre de défenseur. Enfin, il a cette expérience, tu vois, du très haut niveau, de la Ligue des Champions. Fallait des nouveaux patrons à l'OM en défense. Voilà, il y a un renouvellement, tu vois, de cadre avec les départs de Saliba, de Perez, de Gaët Hachar. Voilà, tu changes un peu toute ta ligne défensive, c'était pas évident. Mbemba, il arrive en plus en étant libre. Et très vite, tu vois, on a vraiment senti ça. Et en plus, il y a eu 7 erreurs à Tottenham. Mais depuis, c'est vraiment une superbe feuille de route, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui dégage une grande sérénité. Pareil pour Eric Bailly, tu vois, ça peut être un joueur de grand rendez-vous et c'est rassurant pour l'OM en fait de savoir qu'aujourd'hui, tu peux te dire, bah tiens, je peux compter sur, tu vois, un espèce de groupe de 5-6 joueurs, Harit, Sanchez, Guendouzi, Bailly, Mbemba, peut-être un Klose ou un Paul Lopez, mais tu vois, c'est ce qui a manqué, je trouve, beaucoup à l'OM ces derniers temps en Ligue des Champions et au-delà de cette saison,
c'est de ne pas avoir de certitude au niveau de ses individualités. On se souvient, tu vois, des nombreuses défaites. Tu vois, par exemple, un Rongier, je suis pas toujours convaincu, tu l'as dit, son début de match est pas bon, et voilà, il a fallu quand même que ça tourne en sens du Sporting. Mais tu vois, en termes de relance, en termes de sérénité, ce sera jamais un joueur qui te dégagera quelque chose de très convaincant. Par contre, il y a beaucoup plus de joueurs, tu vois, qui ont ce bagage Ligue des Champions et qui sert à l'OM aujourd'hui. Voilà, quand tu sais aujourd'hui le rôle d'Alexis Sanchez, j'avais entendu à la radio que c'était devenu quasiment, tu vois, un membre du staff, c'est-à-dire à l'OM aujourd'hui, quand il y a les entraînements, Alexis Sanchez, il rentre avec Tudor et ses adjoints, et tout le groupe il suit derrière, quoi. C'est Alexis Sanchez, tu vois, qui est vraiment ce rôle de sage, de lien, alors qu'il est là depuis 2 mois. Mais ça prouve aussi que quand tu as des joueurs comme ça, qu'on se vécu Ligue des Champions, ça rejaillit, ça sert à ton groupe, et franchement, c'est top pour eux. Donc voilà, j'ai envie aussi, tu vois, de mettre en avant Alexis Sanchez, autant pour son apport sur le terrain, parce que c'est très bien ce qu'il fait, mais aussi pour, tu vois, ce rôle de cadre immédiat, parce que tu vois, Alexis Sanchez aurait pu arriver à l'OM et dire, bah ouais, je viens toucher mon salaire, je suis un peu en fin de carrière, entre guillemets, je m'en fous. Et on a eu plein, tu vois, des joueurs en Ligue 1 comme ça qui débarquent à plus de 30 ans. Tu vois, des Wesley Schneider, par exemple, à Nice. Tu vois, ils viennent juste prendre leur chèque. Là, Alexis Sanchez, il est pas dans ça. Lui, il est vraiment pas du tout. recherche Pas du encore. C'est comme s'il avait encore quelque chose à prouver. Et moi, je trouve ça admirable de sa part. C'est les Sud-Américains, ça. Les Sudaméricains, t'es rarement déçu sur ça. Mais c'est vrai, Bruce, hein, tu fais bien de prendre la main parce que c'est vrai qu'on l'a vu sur ce match-là, Alexis Sanchez, sur certaines prises de balles d'ailleurs, notamment il y en a une sur la première mi-temps aux alentours de la 30e minute, tu vois que le mec, il tourne un peu sur lui-même et tu sens qu'en fait, il emmène avec lui les joueurs. À l'aller déjà. Vois parler avec les autres, quand il marque déjà à l'aller. À l'aller, c'est lui qui entretient l'espoir de l'OM dans cette Ligue des Champions. Ouais. Hein. Non mais c'est ça en fait, il apporte vraiment ce que un petit peu cet esprit de la gagne peut-être qui pouvait manquer par le passé, et comme l'a dit Scipion, en fait tu as besoin de leaders, tu as besoin de joueurs cadres, de référents, et on a la sensation que ces joueurs sont plus ou moins en train de naître. Quand tu regardes Guendouzi, tu regardes son abattage sur le terrain, le mec est déjà, enfin le mec avait pris le brassard la dernière fois. Tu regardes Chancel Bemba, tu regardes la sérénité de Bailly. Moi, j'ai l'impression qu'on a eu vraiment, Bruce, un match solide de l'OM. Toi, quels sont les joueurs, toi, que tu veux cibler, toi, citer en tout cas? Non, mais c'est les mêmes que vous. C'est les mêmes. Voilà, tout a été dit. Harit, on fait que le dire qu'il est dans une grande forme, et quand il est comme ça, il peut faire très mal. Voilà, donc il a fait vraiment le boulot dans tous les bons coups. Sanchez, en permanence, de toute façon, il a tellement d'activité. Et puis voilà, il a aussi ce truc de buteur. Et si tu laisses un ballon ou tu fais une erreur, un mauvais contrôle, quelque chose, tu sais qu'il va être pas loin pour venir à la charge et récupérer ça. Donc c'est un poison. Guendouzi, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Guendouzi, c'est pareil. Guendouzi, que t'aimes ou t'aimes pas, c'est le genre de joueur tellement précieux. C'est un dalleux, il lâche rien du début à la fin. Tu vois, ça fait un peu comme Sanchez. C'est des mecs, t'as envie de les suivre. Ils courent tout le temps. C'est des mecs qui lâchent pas l'affaire. Donc ça, c'est trop précieux dans une équipe, tu vois. Alors des fois, tout ne va pas être parfait. Mais franchement, dans l'ensemble, Guendouzi, il vaut mieux l'avoir avec soi. Donc voilà. Et puis Mbemba, on en parlait. Il fait beaucoup de bien, ce qui stabilise aussi cette défense. Bailly aussi à avoir sur la durée. Maintenant, il faut espérer qu'il se pète pas trop. Parce que c'est vrai que ça peut donner quelque chose de sympa. Mais on sait qu'il peut y avoir une fragilité aussi depuis un certain temps. Mais en tout cas, non, l'OM est sur la bonne voie. Et en tout cas, au niveau des temps de passage, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, bah écoute, ils sont bien. Ils sont là où il faut être. En championnat, ils sont dans la course. Peut-être pas pour le titre, même s'il y en a qui le pensent. J'y crois pas trop avec Paris. Mais en tout cas, au minimum, pour la deuxième place, ils seront là. En tout cas, sur le podium. On ne doute pas trop de ça. Même si on ne sait jamais dans le foot. Mais normalement, ça devrait finir sur le podium au minimum. Et en Ligue des Champions, ils vont peut-être même se qualifier. Donc, c'est parti, en tout cas, pour une saison qui peut être très, très intéressante pour eux. Non, et puis vas-y, Scipion, vas-y. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, Bruce, parce que c'était intéressant. Je pense que l'incident contre Ajaccio, c'est pas mal qu'il arrive en début de saison, que ça remette certains esprits à l'endroit. Et surtout, ce qui m'a plu dans ce match, c'est Tudor qui n'hésite pas, tu vois, à sortir Gerson et Payet. J'insiste, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de coachs qui, tu vois, par rapport au statut de ces joueurs-là, auraient osé. Et du coup, je me dis que ça leur servira pour la suite. Voilà, il fallait que ça arrive, un incident, tout ça, un match sans, on sait que ça arrive beaucoup de fois. Je dis pas qu'ils seront dans la lutte pour le titre et tout, mais je pense que quoi qu'il arrive, voilà, ils savent qu'ils doivent jouer sur plusieurs tableaux, que la Ligue des Champions, ça dépense beaucoup d'énergie. Voilà, ils sont encore à la lutte, ils sont dans le bon wagon, quoi qu'il arrive. Tu vois, ils n'ont pas pris beaucoup de retard. Franchement, ils sont là, quoi. Donc, c'est hyper positif pour la suite. Évidemment, avec, tu vois, la débauche d'énergie, ils perdront quelques points. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Tudor, il tient vraiment bien son groupe et que le match d'Ajaccio, ça lui a servi pour la suite. Et rien que, je pense qu'hier, voilà, on a vu pas mal d'enseignements et notamment, encore une fois, sur le statut des joueurs. Oui, on a vraiment la sensation qu'en tout cas que Tudor tient cette équipe
d'une main de fer. On sent que il est écouté, on sent que les joueurs voilà, se plient un petit peu à ses décisions. Moi, je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Bruce par rapport à Bailly. Moi, j'aime beaucoup la gestion qui est faite de Bailly. Il est sorti à chaque fois au bon moment. On sait qu'il a un petit peu en manque de rythme encore. Mais en tout cas, quand il est sur le terrain, tu sens sa présence. Et je pense que pour un défenseur central, c'est très important. On a vu à un moment donné où il a fait voilà, sur une récupération sa petite feinte de corps, ce qui veut dire qu'il commence à retrouver aussi de la confiance. Donc pour l'instant, tout est bien géré. Alors après, avec l'OM, ça peut très vite tourner, on le sait très bien, on connaît ce club. Mais il y a vraiment des raisons voilà, d'être plutôt optimiste. Quanto, il y a un joueur dont on n'a peut-être pas parlé tous les quatre, c'est Balerdi. Et je sais que lui, tu le suis vraiment à la loupe. Je voudrais savoir ce que tu as pensé de son match. Sachant que c'est un match dans lequel il aura moins eu à se dépenser, logiquement. Bon, écoute, après, c'est un match où on va pas se mentir. On peut pas trop parler de Balerdi, tu vois, parce que. Justement, ouais. Parce que finalement, à part la petite paire de balles de Sanchez qui a découlé sur une frappe de Francisco Trincao, et encore, c'était même pas de son côté, parce que c'était plutôt du côté de Chancel Bamba que l'action est venue. Ouais. Balerdi, voilà, il a pas eu à faire grand chose. Après, c'est toujours important, malgré tout, de pas avoir trop de sautes d'attention et de rester en place. Écoute, moi, j'attends de voir. Je répète encore une fois que Balerdi en position d'axial, c'est ok. Balerdi en position de centrale gauche, il est souvent perdu. Maintenant, il a quand même Chancel Bamba et Eric Bertrand Bailly à côté de lui pour pouvoir apprendre, tu vois, au niveau de ce positionnement. Et c'est un poste qui est un petit peu nouveau pour lui parce que on va pas se mentir, aujourd'hui quand on fait du foot en jeune, et je pense que c'est le cas pour Balerdi et c'est le cas un peu pour partout, souvent quand tu es défenseur central, tu apprends à défendre dans une défense à 2. Et défendre dans une défense à 2 et une défense à 3, enfin je parle au niveau des centraux bien évidemment, donc dans une défense à 4 et une défense à 5 si vous préférez, c'est pas le même placement. Donc en fait c'est pour ça qu'il est plus à l'aise dans cette position d'axial, parce que c'est ce qui se rapproche plus du poste de défenseur central dans une défense à 4. Et bah écoute, il va falloir lui laisser un petit peu d'XP. Bon, malheureusement, il y a ce but contre son camp contre Ajaccio. Moi, vous le savez, je suis pas un fan de Balerdi. Maintenant, je reconnais qu'il a fait de belles prestats en position d'axial. Sur ce match-là, malheureusement, il y a quand même pas grand-chose à dire. Il est bon, il a fait juste le taf qu'il fallait. Il n'a pas eu l'occasion d'être brillant, il n'a pas eu l'occasion d'être mauvais. Il a été juste correct. Voilà pour le cas Balerdi. Ok. Alors, j'ai lancé un petit sondage sur le chat. Croyez-vous en la qualif de l'OM? Oui ou non, messieurs? Je vous pose exactement la même question. Oui ou non? Est-ce que là, du coup, vous y croyez maintenant? Ça part de loin quand même, parce qu'il y a 15 jours, il y aurait eu 10% ou 5%. Donc là, tu nous poses la question à nous, là, du coup, ça? À vous, ouais. Je vous la pose à vous dans le chat. Moi, sincèrement, je suis honnête. À l'aller, je les voyais faire un bon résultat contre le Sporting. Au retour, je les voyais perdre. Voilà, je suis honnête. Donc, moi, à la base, bon, ça me paraissait compliqué, mais en tout cas... pas, du coup. Oui, bah là... Mais la donne a changé, quoi. Ouais, voilà. Bah là, en voyant ce qui se passe et en voyant les matchs, comment ça se goupille, comme j'ai dit, où tu peux jouer un Tottenham bis, même à la dernière journée, si jamais, voilà, ça se passe mal pour toi... Contre Francfort. Non, en vrai, là, oui, je penche plus du côté du oui, clairement, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique, ce qui n'est pas le cas du Sporting en LDC. Et voilà, avec la confiance, tu peux faire beaucoup de choses. Et l'ordre des matchs fait que, en tout cas, oui, bah, y a toutes les raisons d'y croire. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier à coup sûr. Hein. Ça va pas être simple quand même, mais pour moi, oui, je dis oui. Pour Bruce, c'est oui. Pour Scipion? Évidemment, il y a 2 semaines, c'était impossible. Maintenant, on peut l'envisager, c'est dire à quel point ouais, ils ont vraiment bien retourné la situation. Encore une fois, je trouve que le mérite leur revient. C'est pas forcément le Sporting qui a déconné. Oui, évidemment, ils sont passés à côté, mais il y a du mérite dans cette équipe marseillaise. Je pense que par rapport au calendrier, recevoir Tottenham et aller à l'Eintracht, ça va être chaud, mais je vois bien quand même l'OM terminer deuxième, réussir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même quand cette équipe de Tottenham, tu vois, hier, même quand ils étaient en infériorité, enfin ils étaient en supériorité numérique justement, ils n'étaient pas, tu vois, hyper sains. Enfin, il y a quelque chose avec cette équipe de Tottenham qui manque quoi qu'il arrive. Évidemment, il y a 2 monstres devant, t'as encore un Kulusevski, un Richarlison pour les accompagner. Mais quand il arrive, je trouve que défensivement, on l'a vu plusieurs fois cette saison, elle donne pas non plus tous les signes. Donc voilà, c'est un peu, tu vois, un Alexis Sanchez qui va chercher Lloris. C'est des joueurs qui osent, qui vont presser, un peu lui qui aide. Et je pense que clairement, il y a un moyen de faire résultat contre Tottenham. Après, bah, le match contre l'Eintracht, il faudra beaucoup mieux négocier que ce qu'on a vu à l'aller. Parce que pareil, à l'aller, j'ai vu un OM tellement emprunté. Limite, pour eux, c'était pas un match de Ligue des Champions. Tu vois, il n'y a pas cet ingrédient. Maintenant, je pense que ouais, le Sporting, ça va servir d'électrochoc et se dire, on est enfin au niveau de la compétition, on continue, on assume. Voilà, il y a voilà, 2 semaines encore avant le match de Tottenham. Donc je pense qu'il y a moyen. Moi, j'y crois, 2e place, ouais. Quanto, j'ai presque même pas envie de te poser la question. Pour toi, c'est oui?
Pour moi, il y a 2 semaines, c'était oui quand on avait 0 points. Et là, c'est encore oui. Après, c'était oui quand on avait 3 points. Maintenant, c'est oui maintenant qu'on en a 6. Donc voilà, moi je vous l'ai toujours dit et vous pouvez chercher les extraits si ça vous fait plaisir. Même après 2 défaites en 2 matchs et 0 points, j'ai dit que le temps que sur le bilan comptable c'était pas terminé. Et ben ça n'est pas terminé. On a eu un scénario qui était presque similaire il y a quelques années où quasiment jusqu'au bout on joue encore la qualif alors qu'on n'avait pas gagné un match et qu'on était assez catastrophique. Voilà, quand on a la chance d'avoir des poules homogènes, on peut y croire malgré le fait que on est mal débuté et à raison puisque là on peut y croire. Alors, pour rappel, hein, le groupe Tottenham premier à 7 points, l'Olympique de Marseille à égalité avec le Sporting, 6 points tous les deux, mais bien évidemment l'OM est devant. Alors, Bruce, c'est goal average particulier ou Normalement, général, c'est confrontation directe en cas d'égalité. Particulier, oui. particulier, ok, bon bah voilà. Donc là, s'ils sont égalité avec le Sporting, par exemple, Marseille, ils sont devant, quoi. Donc, Ok, bah Marseille est devant le Sporting, quoi qu'il arrive, si jamais il y a égalité de points entre les deux. Et l'Eintracht à 4 points qui ferme ce groupe. Ok, très bien, on a été complet sur l'OM, maintenant on va passer au Paris Saint-Germain. Messieurs, le Paris Saint-Germain qui a été complètement éclaboussé par l'affaire Kylian Mbappé qui voudrait quitter le club. On va pas commencer par on ça. s'ouvre, Braque, parlons d'autre chose. C'est ce que je disais. On va d'abord parler du match. Alors après, bien entendu, si vous voulez dire un mot là-dessus, vous pouvez aussi. Hein. Ce match contre le Benfica, que Paris n'a pas remporté. Beaucoup attendaient une victoire du PSG au moins sur les 2 matchs. Hein. Il y a quand même deux rencontres et Paris n'a pas réussi à gagner une seule fois contre le Benfica. C'était pas un adversaire facile, on le sait tous. Mais là, visiblement, il a manqué de quelque chose. Il a manqué même peut-être de plusieurs choses. Il a manqué Messi. Il a manqué Messi, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Quant de quoi a manqué le PSG pour être plus efficace contre Benfica? Déjà, premièrement, Mbappé, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il y a un buteur japonais qui est en train d'arriver et qui va bientôt devenir le meilleur buteur du monde, le buteur le plus individualiste. Donc il va falloir qu'il fasse très attention. Après, bon, le cas Mbappé, je parle de Blue Lock évidemment. C'est vrai qu'Mbappé il correspond bien à Blue Lock. J'en ai parlé en live. C'est Mbappé. C'est Blue Lock, c'est le projet Blue Lock. Ça parle comme par hasard, ça parle de CR7, ça parle de Messi, ça parle de Pelé. Et le seul qui est pas cité, c'est celui qui va avoir une influence dans l'histoire, c'est Kylian Mbappé. Et le mec, bon, il lui ressemble pas de ouf, mais on comprend que c'est quand même Kylian Mbappé dans Blue Lock. C'est lui. Donc voilà, je pense qu'on capte ça. Du coup, j'avais tellement ma petite blague en tête que j'ai pas écouté la question. Non, mais la question c'est simple, c'est de quoi a manqué le PSG contre Benfica pour être plus efficace? Je sais pas, peut-être un petit peu de justesse, tout simplement. Je sais pas, j'ai trouvé un PSG qui a été assez brouillon par moment, qui a pas su mettre du rythme tout le match. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ce match face à Benfica, j'ai trouvé qu'il avait quelque chose de très bizarre au niveau du rythme, Déjà il était pas fou, ouais. Il était pas fou. Ouais, mais il était pas incroyable, mais je sais pas, j'avais du mal à quantifier. C'était un match avec beaucoup d'enjeux, avec pas d'enjeux. Déjà en avant-match, je me posais beaucoup de questions par rapport à ce match-là, parce que pour moi il était important parce que il y avait quand même un vrai test match face à Benfica, et de notre côté il était pas trop important parce que tu sais que dans tous les cas tu vas te qualifier et que finalement les phases finales sont dans plusieurs mois et il y a le time. Et en fait, ouais, je sais pas, j'ai regardé le match avec une espèce d'ambiance un peu bizarre. Et je l'ai ressenti complètement durant le match. Je pense que ouais, on a manqué de justesse, on a manqué peut-être d'envie même, on a manqué de beaucoup de choses finalement du côté du PSG, j'ai envie de dire. Alors, je lis un commentaire sur le chat. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. Voilà, c'est celui-là. Ah non, désolé. J'avais vu non, mais j'avais vu un commentaire intéressant que je voulais te lire, Bruce, justement. Un commentaire intéressant venant de ce chat-là. Braque, je peux pas te croire, là. Il est temps que tu te reposes un peu, Braque, t'es plus lucide. Ouais, ça c'est sûr, il serait temps que je prenne ma retraite. Non, mais je te promets qu'il y avait un commentaire. Mais bon, quoi qu'il arrive, pour toi, évidemment, Messi était pas là. Et c'est très drôle, hein, c'est très paradoxal, parce que l'année passée, on sait que Messi était un petit peu en difficulté, notamment parce qu'il avait besoin aussi de s'adapter dans ce club-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu un joueur qui est quasiment capital pour cette équipe-là. Mais au-delà de Messi, Bruce, peut-être, qu'est-ce qui t'a tiqué sur ce match? Non, c'est les mêmes problèmes depuis quelques temps. En tout cas,
moi perso, c'est pour ça que je ressentais pas très bien le retour. À l'aller, je voyais déjà un nul. Sur le retour, bon, je donnais quand même peut-être un petit avantage à Paris, mais quand j'ai vu que Messi était pas là, quand même, ça m'a fait presque revoir ma position parce que tu sens que dans le jeu, c'est pas flamboyant depuis quelques temps. Tu vois, contrairement au début de saison où quand même ça jouait bien mieux. En plus, il y a tous les problèmes qu'on connaît, ça joue. Il y a quand même quelques absents, dont Nuno, voilà, où on sait que ça peut peser, parce que lui, de son côté, il a une sacrée activité. Hakimi, je le trouve vraiment pas bon en ce début de saison. Voilà, depuis qu'il arrive au PSG, c'est pas le Hakimi qu'on a connu à Dortmund par exemple, ou même à l'Inter. Donc voilà, Hakimi, je le sens pas bien dans cette équipe. Et la défense, c'est toujours pas très rassurant. Et au-delà de ça, bah oui, non mais là vraiment, il y a Messi, c'est le meilleur joueur du PSG sur les derniers matchs et le meilleur avec Neymar en ce début de saison. Il y a beaucoup d'occasions quand même qui viennent de lui, qui sont déclenchées grâce à lui, que ce soit par sa qualité de passe ou les mouvements, tu vois, quand ça joue en remise, etc., que ça joue vite. Il est capable aussi de marquer des buts ces derniers temps. Donc c'est pour ça que voilà, ça semblait être un match piège par excellence. Et ça me surprend pas plus que ça au final ce match nul, parce que ce PSG là depuis quelques temps c'est quand même un peu poussif je trouve dans le jeu. Et vu que là il n'y a pas Messi, on sait qu'entre Mbappé et Neymar c'est pas l'amour fou. Bah je suis désolé, tu le ressens. Et même Sarabia qui pourtant c'est un joueur qui a des qualités, on le voit avec l'Espagne, ou on l'a vu au Portugal la saison passée et tout. Enfin on le connaît Sarabia, c'est quand même un joueur capable de faire deux trois trucs, mais dans ce PSG là en tout Mais cas c'est c'est compliqué. bah, t'as C'est compliqué. l'impression qu'il arrive pas à exister, alors qu'on C'est très sait que ça peut difficile. être un joueur intéressant. Donc voilà, pour toutes ces raisons, honnêtement, c'est un PSG qui m'impressionne vraiment pas. Et là, en plus, avec tous les problèmes qu'il y a ces derniers temps, bah, ça aide pas. Donc au final, est-ce que c'est une si grande surprise que ça? Honnêtement, je pense pas. Bon, alors, j'ai retrouvé, merci Bruce, j'ai retrouvé l'avis que je voulais vous soumettre. Je vais te le soumettre à toi, du coup, Scipion. C'est Tony qui dit: J'aime pas le PSG, mais mon Dieu, que les gens sont durs avec eux, ils sont qualifiés premier de Ligue 1, de quoi on se plaint. Alors, c'est vrai que c'est une situation qu'on a vue. Que les Ça fait gens peut-être sont... même. Ça fait Plein de peut-être fois. 5, 6 ans, 7 ans qu'on voit exactement la même situation. C'est Le ça. PSG est toujours bien en Ligue 1, le Ah PSG est ouais. toujours bien en Ligue des Champions, toujours premier. Qu'est-ce que tu as à lui répondre, toi, Tony Scipion? Bah, c'est le parallèle, et je le fais même par rapport au début de saison, hein, l'enflammade post-Nantes-Clermont, voilà, où ça annonçait, voilà, on va rouler sur tout le monde. On sait que le PSG nous a tellement habitués à ça, et on sait qu'il faut juste un peu plus de patience et juger par rapport aux grandes échéances. Là, on a vu que par rapport à un adversaire européen, 2 matchs, ils n'ont pas été capables de battre Benfica. Donc déjà, je pense à un enseignement. Après, oui, il y a du positif, évidemment. Même Galtier contre dit, la Juve, tu sais, ça a pas... Il y a eu la des... Juve, la seconde période, Ils ont non, failli mais relancer la Juve tout seul, tu vois ce que je veux c'est dire? ça, la Juve Ouais, faisait vraiment rien, quoi. C'est ouais, ouais. le coup de pied arrêté. Et après, tu t'es dit, attends, mais il va peut-être se passer quelque chose d'assez lunaire. Évidemment, on parle d'un PSG toujours invaincu. On se dit que par rapport en Ligue 1, voilà, ils ont le bon rythme. Voilà, ils ont battu notamment Lyon. Mais tu vois, par rapport au contenu, je pense que forcément, quand on s'attarde sur le contenu, on voit qu'il y a du moins bien par rapport à l'enflammade. Justement, on a vu dès le match de Monaco, quand on met un pressing haut, qu'on va aller chercher, qu'on empêche Vitinha et Verratti de jouer. Déjà, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Dès que tu as, tu vois, des joueurs un peu, des guerriers comme Camara, ça bouscule pas mal d'événements. Et finalement, j'ai envie de dire, enfin, c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passait, tout l'ambiance, ça les aide pas. C'est sûr, c'est un cliché, mais tu sais pas trop vers quoi ça va aller. Et tu te dis que par rapport à certaines attentes, voilà, tu te dis que par exemple, bah, Danilo Pereira, ça c'est finalement devenu ton meilleur décès, alors qu'il partait pour être la quatrième solution. T'as des choses où tu ne comprends pas en fait trop le fonctionnement de Christophe Galtier, qu'est-ce qu'il cherche à faire. En fait, ce que j'aime pas trop avec Galtier, c'est qu'il subit beaucoup les matchs. Je trouve qu'il fait, enfin, comment dire, ces changements, tu sens pas encore la patte où il se dit, tiens, je vais changer le Ouais. match. Hmm. Il n'y a aucun match où je me suis dit, il a fait un truc pour se dire, les gars, on arrête. Voilà, un changement de tactique, un joueur, une prise de risque. En fait, c'est toujours changement de poste. Et tu vois, il n'y a jamais un peu cette étincelle. Après, Et je sais c'est pas. dur quand tu peux pas sortir certains mecs à certains... Tu vois C'est ce que ça je veux aussi, dire? c'est que C'est le t'es problème toujours de dans tous un les PSG coachs du sénateur. pays. Ouais, voilà, t'es pris en otage parce qu'il y a certains trucs, à des moments, ça doit les démanger, mais ils peuvent pas le faire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, enfin, je trouve que Galtier subit les événements, mais par rapport à ce que tu dis et par rapport, tu sais, à l'environnement du club, on sait que c'est pas le premier coach à qui ça arrive, Mm. ces soucis d'ego. Donc forcément là, on se dit que voilà, ils vont quand même assurer la qualification par rapport à la Juve qui a fait n'importe quoi et tout. Voilà, il y aura pas trop de soucis. Mais voilà, on attend plus de positif. Je pense que le match de dimanche va pas nous dire où est-ce qu'ils en sont, parce que voilà, par rapport au contenu, tu vois, contre Lyon par exemple, on avait vu un PSG, tu vois, qui aurait pu finir avec beaucoup plus de buts, mais voilà, on a envie en fait d'être rassuré parce que voilà, je l'ai dit, enfin, au mois d'août, c'était la meilleure équipe du monde et là maintenant, tu vois, ils sont rentrés dans le rang.
voilà, c'est un peu toujours ça avec Paname, quoi. C'est toujours un peu, tu vois, les montagnes russes. On aimerait un peu plus de stabilité. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs, tu sais que tu pourras compter sur eux. J'ai cité le duo au milieu de terrain, Verratti-Vitinha, je pense que ça va être une bonne chose. Nuno Mendes était absent, tu sais qu'un Bernat version Ligue des Champions, ça peut toujours le faire. Mais quoi qu'il arrive, oui, on en reviendra toujours à la même chose, c'est l'entente des trois. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu la saison dernière, il y a un changement de paradigme où tu as Neymar et Messi qui sont indispensables, et Mbappé, voilà, qui fait un peu trop d'individualiste, qui boude. C'est un peu, tu vois, il souffle le chaud et le froid. Et c'est dommage parce que voilà, du coup, on ne sait pas trop où se positionner par rapport à la suite. J'ai envie de dire, il faut peut-être attendre, tu vois, la Coupe du Monde, relâcher un peu tout ça, faire un peu redescendre l'atmosphère, la tension, parce que c'est vrai que je sens que on est prêt à exploser. Ce club, il se passe une dinguerie tous les jours, même toutes les heures limite, entre les affaires, les révélations, tout ça. Je pense que la Coupe du Monde, paradoxalement, ça va faire du bien, tu vois, de reposer tout ça, parce que voilà, il faut encore tenir un mois. Après, il faudra voir comment tu récupères certains joueurs. Tu les connais après la Coupe du Monde, ça peut être une fin de saison, je pense, pour certains joueurs dans leur tête. Hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Je suis totalement d'accord avec toi, voir voilà, les déceptions, les états physiques, etc. Mais vraiment, par rapport à l'atmosphère autour de ce club, je pense que la Coupe du Monde, ça va faire du bien à pas mal de monde. Et puis, c'est vrai que moi, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, j'ai la sensation, en tout cas, qu'aujourd'hui, Galtier il est dans une position où il doit faire des changements un peu politiques, quoi. C'est-à-dire que il sait qu'il y a des joueurs qui sont arrivés et qu'il faut faire un minimum jouer, donc il va donner 5 minutes à l'un, il va donner peut-être un petit peu plus de temps à l'autre parce qu'il a coûté un peu plus cher. Enfin, tu vois que Galtier, pour le moment, il n'est pas encore libéré, en fait. Et c'est vrai que ça peut être un autre problème. Moi, un des points sur lequel je voulais qu'on appuie aujourd'hui, parce que je sais pas, vous allez me dire si je suis fou ou si je fais complètement fausse route, mais j'ai un vrai problème avec le milieu de terrain. Parce qu'on a beaucoup parlé de la défense, on sait quels sont les soucis en défense. On a beaucoup parlé du trio devant, on sait à quel point c'est compliqué et tout, et à quel point ça peut être aussi magique. Mais le milieu, j'ai la sensation que il manque un truc. Il y a un truc c'est pas complémentaire. Qui manque. Déjà, il y a un problème de complémentarité, mais ça, je pense que c'est créé par rapport à la compo. Peut-être qu'un 4-3-3, ça aiderait un peu plus, mais j'ai la sensation qu'il manque un joueur. Tu montes Danilo d'un cran, tu le mets en 6 et tu vas voir que le milieu de terrain déjà sera plus la même histoire. Mais je ne dis pas qu'il manque Kevin De Bruyne, mais je pense qu'il manque un joueur un peu plus impactant au milieu. Parce qu'on a la sensation en fait que Verratti et Vitinha sont là pour colmater les brèches, sont là pour relancer, sont là pour récupérer, sont là pour donner le ballon soit à Neymar, soit à Messi qui vont derrière chercher à lancer Mbappé parce qu'on sait très bien que c'est le circuit préférentiel. Mais le souci, c'est que j'ai la sensation qu'au milieu de terrain, aucun n'est capable d'apporter un surplus quand le PSG est en phase offensive, quand le PSG a le ballon. Moi, vous me dites si je suis fou, mais j'ai la sensation qu'il te manque un joueur comme ça, un joueur comme je sais pas moi, un peu comme ce que Bellingham fait actuellement à Dortmund. Non mais c'est Messi ça, mais ça c'est Messi. Mais c'est Messi qui le fait ça, Braque. C'est Messi. Oui mais Bruce. Messi il décroche, il organise le jeu. Oui, je sais ça, Bruce, mais dans les plus grosses équipes, tu as toujours un joueur qui est derrière justement les attaquants. Il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4. Messi, hein. Tu as toujours un mec qui est capable d'amener un peu d'impact. Mais Messi ne peut pas tout faire, Bruce. Messi non, il peut pas tout faire. Et être au milieu. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que l'année dernière, même si c'était pas un grand Messi, ce que tu veux, il s'est mis un peu, je pense, au service de l'équipe et il a décroché comme jamais. Il était tellement bas la plupart du temps parce qu'il voyait qu'il fallait bien quelqu'un pour faire progresser le ballon sur le terrain. Tu vois qu'il y avait trop d'espace, etc. Et là, il le fait, mais il le fait peut-être encore mieux. Et il se retrouve des fois un peu plus haut, donc ça lui profite. Mais c'est pour ça que quand Messi est pas là dans le PSG actuel, je les trouve catastrophiques dans le jeu. Enfin, il se passe pas grand-chose. Il se passe vraiment pas grand-chose. Mais si t'enlèves Messi aujourd'hui de cette équipe, sincèrement, j'ai l'impression que tu pourras pas faire grand-chose. Hein. Moi, je comprends que Messi soit très important. C'est pas... Je remets pas en cause Messi. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est en plus de Messi, moi, j'ai l'impression qu'il manque un joueur de soutien derrière ses attaquants qui est capable de venir apporter quelque chose, mais même que ce soit dans la surface, dans la liaison, qui soit capable en fait d'amener un petit peu plus que ce que Verratti et Vitinha aujourd'hui sont capables de faire. Verratti et Vitinha, je pense que c'est des mecs qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et avec ce qu'on leur donne. Vitinha, Braque, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression qu'il manque un joueur. Pour rebondir sur ce que tu dis, je te pose la question à toi. Je pense que si jamais tu avais 3 milieux de terrain, Vitinha, moi je pense qu'il peut avoir ce truc. Tu sais, des fois, balle au pied, de se projeter un peu et tout, je le trouve intéressant là-dessus. Mais vu que là, voilà, là, il est bridé parce que tu as 2 milieux. C'est pour ça que si tu mettais Marquinhos, par exemple, tu le montais d'un cran ou Danilo,
Bah, je pense que Vitinha, un peu dans ce rôle que tu dis, lui, il pourrait faire un peu ça. À mon sens, je pense qu'il en serait capable. Bah, en tout cas, c'est dans ce rôle-là. Moi, c'est un joueur dans ce rôle-là. Vitinha, pourquoi pas? Mais en tout cas, un joueur qui est capable de se projeter un peu plus. Moi, j'adorerais. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille hier, sur le match de Paris, c'est quand Fabien Ruiz est rentré et qu'on l'a vu chercher à lui venir dans la surface, chercher à venir tenter des frappes et peut-être essayer de provoquer un peu plus. Là, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas ce milieu de terrain comme tu l'as dans toutes les équipes? Quand tu regardes le match de Goretzka, tu le regardes contre Dortmund, tu le regardes même hier contre Pilsen, tu vois que le mec, il est partout en fait. Le mec, il est en attaque, il revient, il couvre, il monte, il va chercher des situations de frappe. Tu n'as pas ce joueur-là au milieu aujourd'hui au PSG, tu ne l'as pas. Goretzka, c'est complet. Je pense que ça manque. Il sait tout faire, Goretzka. Il est tellement complet aussi, Goretzka, tu vois, il sait tout faire. Quentin, t'en penses quoi, toi, de ça? De toute façon, on en a déjà parlé, c'est un petit peu dans les précédents jeux. Oui, comme tu l'as dit, le problème c'est que le PSG dans ce milieu-là, tu te retrouves avec Verratti et Vitinha qui ont un profil qui est intéressant pour les deux excellents joueurs, mais pas un profil complémentaire. C'est-à-dire que les deux sont des joueurs, premièrement, de récupération et des joueurs de conservation de ballon. C'est-à-dire que prendre un ballon à Verratti, c'est très compliqué, prendre un ballon à Vitinha, c'est un peu plus compliqué. Le problème, c'est qu'en termes d'orientation du jeu, Verratti, lui, a un jeu qui est quand même beaucoup plus court que Vitinha, et Vitinha a peut-être un petit peu plus d'envergure dans les trajectoires de ses passes que Marco Verratti, mais le problème c'est que comme l'a dit Bruce, il faudrait avoir un rôle de soutien et c'est un petit peu dans l'idée que toi tu as, Braque, parce que le problème c'est que les deux sont bridés. S'il y en a un qui se permet d'essayer de casser les lignes et de se projeter vers l'avant, forcément derrière tu te retrouves avec un trou et tu te retrouves exposé directement et c'est pour ça que les deux joueurs ne sont pas complémentaires et qu'ils auraient besoin d'avoir un joueur en soutien, parce que on sait que les deux sont très bons dans ce registre-là. Le problème c'est que Braque, toi dans l'hypothèse que tu es en train de dire, c'est-à-dire que si tu dois avoir un troisième milieu de terrain pour venir un petit peu colmater ce rôle de Vitinha qui lui aurait un rôle un peu plus offensif, parce que je suis d'accord avec Bruce, Vitinha on a tous vu qu'il avait le bagage technique et qu'il avait le petit coup de rein pour pouvoir accélérer et justement avoir ce rôle de casser les lignes et de faire la transition entre ce milieu de terrain et cette attaque, parce que aujourd'hui la seule transition qu'il y a entre le milieu de terrain et l'attaque, elle se fait premièrement Verratti ou Vitinha font des passes latérales sur Hakimi à droite ou sur Nuno Mendes sur le côté gauche, et dans ce cas-là c'est eux après qui vont essayer de venir percuter, soit c'est Léo Messi qui décroche au milieu de terrain et qui essaie de venir casser les lignes et se projeter vers l'avant. Donc en fait aucun des deux ne peut le faire, mais le truc c'est que si tu prends un joueur supplémentaire pour prendre la place à Vitinha et que tu permets à Vitinha d'avoir ce rôle là, c'est à dire que encore une fois il faut sortir de ce système à 5 def, parce que forcément on peut pas jouer à 12. Donc voilà, maintenant je suis d'accord avec ce qu'a dit Bruce, Vitinha est capable de le faire, je suis d'accord avec Bruce sur le fait qu'il soit pas complémentaire, je suis d'accord avec toi sur le fait que oui il manque un joueur de transition entre le milieu et l'attaque, parce que on sent que des fois ça coince un peu dans l'axe. On a soit Neymar qui est obligé de redescendre très bas, soit Messi qui lui le fait très bien parce qu'il a toujours eu l'habitude de redescendre très bas, soit t'as Kylian Mbappé et c'est là qu'on lui reproche non. Kylian, reste sur ton côté, continue à prendre ta profondeur, arrête de te prendre pour un autre et arrête de redescendre très bas sur le terrain. Ça, c'est une réflexion que j'ai énormément vue sur Twitter, sur les commentaires Twitch et globalement dans les avis foot des gens. Le souci, c'est que est-ce que avoir grosso modo un milieu offensif central, un 8,5-10 qui serait un peu dans ce profil-là, est-ce que ça irait avec le PSG? Est-ce qu'il aurait de la place suffisamment pour s'exprimer sur le terrain avec un Messi, avec un Neymar, avec un Mbappé qui sont constamment en train de venir décrocher? Je sais pas, sincèrement, j'ai pas la réponse. J'aimerais bien le voir en tout cas, ouais. À voir ça. En tout cas, moi, ça. Faut repasser un système à 4. Aux yeux, peut-être que je suis à côté, mais moi, je sens qu'il manque un joueur comme ça. En tout système à 4, Braque. Ouais, non, bah oui. On est tous d'accord pour dire qu'ils ont peut-être pas la profondeur derrière au niveau des défenseurs centraux. On a beaucoup qui sont en méforme, mais ils ont pas fait Skriniar par exemple. Donc c'est compliqué. Danilo, c'est limite le meilleur ces derniers temps. T'as Kipembe qui était pour moi le mieux dans l'eau, qui est absent, etc. Marquis, on le reconnaît moins. Ramos, c'est compliqué, etc. Mukiele, c'est pas non plus extraordinaire. Donc pour moi, la logique, c'est une défense à 4. Hakimi en piston, ça fonctionne pas non plus. De toute façon, tu le vois pas, le bon Hakimi. Donc autant repasser dans une défense à 4 où on a déjà vu des Bernat, des Nuno Mendes pour qui ça peut fonctionner. Tu densifies un peu ton milieu, tu as moins ce problème de manque de joueurs en forme peut-être au niveau des défenseurs centraux. Peut-être que Marquinhos, c'était, tu vois, Tourelle et tout, ils avaient peut-être raison de l'utiliser parfois un peu plus haut au final. Ça te donne peut-être raison aussi à lui, parce que on se posait des questions à l'époque, mais quand tu vois Marquinhos, la sérénité qu'il a derrière, alors peut-être dans une défense à 4 plus classique, il aurait plus ses repères, ça irait mieux, mais aujourd'hui, ça se trouve, Marquinhos, en le montant d'un cran, ça serait peut-être une option aussi, tu vois.
Donc, je sais pas, moi j'ai l'impression que tout amène à densifier le Bruce, milieu et à jouer à 4 derrière. Bruce, c'était une option, mais on se souvient que quand Marquinhos avait été placé là par Tourelle, ça avait pas forcément marché. Il s'était beaucoup fait critiquer par Il y rapport avait à quand ça. même eu des. Tout n'avait pas été acheté, moi j'avais trouvé perso. Ouais, Oui, avait tout pas n'avait été pas acheté. été acheté, je suis d'accord. Moi, j'avais Tout aimé n'était aussi, mais pas après, acheté non plus, moi je trouve. Après, je perso. me souviens que enfin, on lui était tombé dessus très souvent par rapport à la position de Marquinhos sur le terrain. Après, Non, mais bon, c'est une autre époque là. ce qui est marrant aujourd'hui avec le football moderne, c'est que on a ces compos à 3 def ou plutôt à 5 def, hein, ces rôles de piston, de wingback qui sont devenus tellement populaires en très très peu de temps qu'aujourd'hui, presque, on imaginerait que jouer sans piston, ça serait avoir une équipe presque ultra défensive, genre Oui, parce que le c'est la mode en Cholismo, fait. tu vois. C'est ça. Mais non, mais c'est pas parce que tu joues à 4 def que t'es le Cholismo. Tu peux jouer avec des latéraux dans une compo à 4 def, avec des latéraux qui sont quasiment des ailiers, ça a toujours existé. Et c'est juste qu'il faut avoir des mecs qui ont le coffre pour colmater, pour être devant et pour revenir derrière. Pourquoi? Parce que si t'es 4 derrière et si t'es 5, c'est pas pareil. Et surtout, il faut avoir deux gros travailleurs au milieu de terrain. Le truc, c'est que le PSG aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les travailleurs au milieu de terrain? Je pense que oui, avec Vitinha, avec Marco Verratti, et surtout si tu rajoutes par exemple un Marquinhos ou un autre dans ce supplémentaire, oui, tu peux te permettre d'avoir un Nuno Mendes qui va un peu s'oublier de temps en temps sur son côté gauche, et derrière ça va venir dézonner, ça va venir compenser les montées de Nuno Mendes, et peut-être que tu auras plus d'équipes dans cette équipe-là. Donc non, moi j'ai conscience qu'aujourd'hui ce football à 3 def est un football de notre époque parce que au niveau spectacle et niveau animation offensive, c'est une bonne chose pour les entraîneurs parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que de partout où les entraîneurs vont, on leur demande de gagner, mais on leur demande surtout de pratiquer un beau football. Et c'est pour ça que je pense que de plus d'entraîneurs vont tendre vers ce système de jeu-là parce que c'est quand même le système de jeu qui permet d'avoir le plus beau football possible, enfin en tout cas le plus offensif possible, pas forcément beau, Quand t'as les joueurs qui sont mais dévoués offensif. pour Voilà, et qui quand ont tu as les talent pour. joueurs. Exactement, quand tu as les joueurs et la qualité pour, et on sort un petit peu de ce football défensif où on mettait le but souvent derrière, etc. etc. Mais aujourd'hui, il y a des équipes qui sont faites pour jouer à 4, il y a des équipes qui sont faites pour jouer à 5, et on a déjà parlé des problèmes du PSG, à savoir Neymar, Mbappé et Messi, les trois défendent pas. Jouer à 4 et venir densifier un petit peu plus le milieu de terrain, Ouais, il moi c'est serait pas quelque chose gagnant. qui me choquerait. Donc, Il serait ouais, non, gagnant, Kantos, que exactement. les milieux, ils pourraient, ou en tout cas un des deux, notamment, tu sais, les 2-8, il y en a un, il pourrait aller presser plus haut en se disant, oh, il y a encore deux milieux derrière moi, tu vois, sans que, C'est ça en fait. il y ait plus C'est ça. personne Toi, derrière. Il serait meilleur Ah, à la récup en jouant plus haut, et vu que c'est une équipe qui sait, enfin, c'est pas qu'ils savent pas défendre, mais ils aiment pas ça, vu qu'ils ont beaucoup de joueurs offensifs qui aiment pas trop courir. Pour moi, c'est la meilleure option. On voulait tous voir la défense à 3, pas de souci, ça semblait logique. Tu On peux l'a la vu garder. maintenant. Tu, C'est voilà, ça, quoi. tu peux la garder en option, C'est- ça on n'en Oui, veut pas, on voulait c'est tous ce que j'allais l'avoir, dire. ça semblait logique. Tu peux la garder en Mais ça ne option, marche pas. mais force est de constater que tout n'est peut-être pas aussi bien qu'on le pensait, donc on aimerait peut-être revoir autre chose, et peut-être on se rendrait compte que c'est encore moins bien que la défense à 3, et peut-être ça reviendra, mais voilà, au moins peut-être tenter quelque chose, quoi, pour voir, en tout cas. C'est un petit peu ce que- Ouais. Quant aux 2 petites secondes, parce qu'on n'a Vas-y. pas entendu Scipion sur ce sujet-là, après je te promets, je te redonne la parole. Vas-y, Scipion, toi ok. t'en penses quoi de tout ça, toi, tactiquement parlant? Non, mais c'est vrai que par rapport à l'analyse du rôle des pistons, je pense que Galtier a tenté de faire ça par rapport aux forces en présence de son effectif voilà, au 1er août. Finalement, ça n'a pas matché, on rappelle, hein, c'était quelqu'un qui jurait que par le 4-4-2. Ça fait très longtemps, pareil, qu'il n'a pas fait du 4-4-3, je pense que c'est depuis Saint-Etienne. Donc à voir, tu vois, comment est-ce qu'il va pouvoir s'adapter, parce qu'il a posé des fondations depuis voilà, 3 mois, il a réfléchi vraiment avec son staff et tout. Et là, peut-être qu'il va aller vers un couac en se rendant compte que finalement, par rapport à l'équipe de son équipe, et ça, c'est vraiment une notion importante. Et on parle beaucoup voilà, de latéraux de piston, mais même en ayant, tu vois, des centraux désaxés, je pense à Arsenal qui joue avec Tomiyasu et Ben White. En fait, tout est une question d'équilibre quand Ouais. tu veux jouer. Oui, j'ai dit 4-4-3, pardon, c'est code 3-3 évidemment. La petite. Ça réglerait beaucoup de problèmes, le 4-4-3. Ah, le 4-4-3, tu Formation vois, là. là, c'est bon, là, Comme Mota. on a dit de jouer à 12 et tout à l'heure, c'est l'objectif. Mais oui, est-ce que, voilà, en fait, c'est ça le souci un peu avec ce PSG là aujourd'hui, c'est que tu as plein de points de vue qui diffèrent sur le manque de cette équipe. Tu as Mbappé qui pense qu'il manque un pivot. Nous, on pense que ça va peut-être être ce milieu impactant. D'autres, ça va être justement le retour à défense à 4. Et finalement, on n'arrive pas toujours à trouver la solution. Et surtout, est-ce que ça va arriver un jour? Est-ce que Galtier va vraiment se dire? Parce que voilà, faut avoir un petit peu cet esprit de se dire, je vais basculer mes plans sur un tout autre système. Donc, je suis pas persuadé qu'il va le faire. Mais bon, on sait que voilà, c'est un entraîneur qui a montré de très bonnes choses tactiquement. À voir s'il va vraiment le faire dans un temps assez court. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il va quand même rester avec ce système-là. Parce que voilà, mais vous l'avez dit, avoir un système comme ça et sous-utiliser à ce point Hakimi, c'est criminel quoi. On a Bah, c'est l'impression con, qu'Hakimi, c'est le con. pauvre,
Ouais, il est perdu, voilà quoi, tu vois, il subit trop les événements, pareil. Enfin, voilà, on lui fait pas la passe, etc. On savait que l'année dernière il y avait ces soucis-là, mais là pour le coup, je trouve qu'il est tellement peu acteur que finalement on se dit que oui, tu reviendras à une défense à 4. Il Puis n'y ce aurait qui pas est de dur, souci c'est que par rapport à son rôle tu vois offensif. son pendant quand il est là, tu vois Nuno qui lui pour le coup on le voit beaucoup plus quoi. Donc ça va être encore plus dur pour lui, pour Hakimi. Kanto, tout à l'heure, tu voulais rajouter quelque chose du coup. Oui, non, j'allais juste dire une chose, c'est que tu vois là, on est en train de dire oui, il faudrait que le PSG passe de 5 def à 4 def. Il y en a qui vont nous dire oui, mais le PSG auparavant jouait déjà à 4 def et tout le monde voulait le 5 def. Donc au bout d'un moment, il faut savoir. Et je comprends cet argument-là, mais le truc c'est que en fait, on a estimé que au PSG, il y avait des joueurs de qualité pour pouvoir jouer à 3 def, pardon, à 3 défenseurs. Donc forcément, on a essayé ces compos à 3 défenseurs. Maintenant, on voit que l'alchimie ne prend pas. Pourquoi? Parce que tu as un manque à gagner au milieu de terrain et tu as surtout un Achraf Hakimi qui n'est pas utilisé de manière optimale et des défenseurs centraux qui eux aussi, pour le coup, ne font pas une grande figure ces derniers temps, j'ai envie de dire. Donc pourquoi repasser à 4 def? Ça veut pas dire que tu t'es trompé, ça veut dire que tu as essayé. Mais ce qu'il faut penser, c'est simplement que le PSG est peut-être plus fort qu'auparavant. C'est-à-dire que le fait que le PSG joue à 4 def, le PSG maintenant a Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Et ça, c'est solide dans une défense à 4 en tant que latéraux. Et surtout, le PSG a récupéré par exemple un profil comme Vitinha. Là où, à mon sens, à l'époque, ce PSG à 4 def là avait un milieu à 3 en 4-3-3, un milieu qui était dense mais qui manquait de qualité. Parce que je ne veux pas leur tirer dessus, mais pour moi, Paredes, Danilo Pereira, Gana Gueye, Ander Herrera, Jorginho Wijnaldum, enfin voilà, tous les joueurs qu'on a pu voir ces derniers temps au milieu de terrain du PSG, c'était pas des joueurs qui avaient la qualité de Vitinha aujourd'hui. Donc le PSG, le PSG, c'est aussi renforcé au milieu de terrain. Donc il faudrait voir avec peut-être un dernier milieu de terrain de grande classe. À savoir qui, peut-être le recruter ou peut-être prendre un Marquinhos ou quelqu'un de l'effectif, mais avec 3 bons milieux de terrain au-dessus de ce qu'on a pu voir dans le passé, je pense qu'on pourra de nouveau voir une compo 4 def comme dans le passé, mais avec un rendement tout à fait différent en fait. C'est pour ça que c'est pas dire oui, bon, on a voulu le 4 et ça n'a pas marché, on a voulu le 3 et ça n'a pas marché. C'est simplement qu'en fait les ingrédients, les joueurs sont différents, donc les ingrédients sont différents, donc la formule et le résultat final sera nécessairement différent. Et je pense que là on peut réessayer le 4, alors peut-être que ça marchera pas, ça malheureusement personne ne le sait, mais en tout cas voilà, essayez. Après, Ouais, juste, Maurice. ouais, excuse-moi, juste pour finir. Après, il y a une constante, par contre, il y a un truc qui change pas, même si tu as l'impression d'améliorer quand même l'effectif, c'est que le PSG, dès qu'il joue une équipe avec des joueurs quand même à peu près techniques, etc., et des joueurs capables d'aller les chercher haut et de les presser, le PSG est souvent du père. Et Ça c'est ce que j'avais dit d'entrée la dernière fois. Tu as l'impression que dès que tu as une équipe qui a un minimum de qualité en face et qui est capable d'aller les chercher haut, tu as l'impression que le PSG est très très vite dépassé. C'est pour ça qu'en général, quand ils jouent des tops équipes qui ont encore une qualité supérieure et qui peuvent aller les chercher haut, là tout de suite c'est très compliqué. En tout cas, oui, quelqu'un l'a dit sur le chat, mais en effet, pour rebondir sur les propos de Kanto, des milieux de terrain, même si tu n'as pas encore ce milieu peut-être référence, hein, si jamais tu le cherches encore, t'en as, hein, t'as recruté des Solaire, t'as recruté des Fabian Ruiz, des Renato Sanchez, bon il est peut-être blessé, mais t'en as, enfin je veux dire, tu as les armes, tu as les pions pour le faire. Donc aujourd'hui, Christophe Galtier, je pense qu'il est vraiment enfermé dans un système qui est très très politique et qui l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire dans ce club. Mais en tout cas, tous les arguments, tous les ingrédients sont là pour tenter autre chose, quoi. C'est vrai que cette compo à 3, bon, elle a quand même montré certaines limites aujourd'hui. Donc on verra comment ça va évoluer. Les gars, je vous propose d'avancer parce que bon, faire des tops et des flops sur ce match-là, le match n'était pas forcément fou. Et puis je pense qu'on a quand même plus ou moins bien ciblé ce qui n'est pas allé dans cette rencontre. On vous remet les stats, bien sûr, si jamais vous les avez manqués. Mais il y a quand même un match dont il faut qu'on parle, c'est ce Barça-Inter qui met le Barça dans une position extrêmement, extrêmement délicate. Ils étaient à 5 minutes de se faire éliminer. Oui, ils sont en Europa. Ils sont quasiment faudrait que Pilsen faudrait que Pilsen ne perde pas l'Inter. Donc l'Inter bat Pilsen, c'est fini. Ça part de l'Inter a déjà fait des dingueries à domicile. Ouais. Tu vois, ils avaient fait genre le PSV, Tottenham ou même l'équipe bis du Barça. Donc tu vois, il y a toujours un petit miracle, mais par rapport à l'attitude d'hier, je pense que... Faudrait que le Barça batte le Bayern aussi, en plus de ça. On peut se dire rendez-vous jeudi soir.
Ouais. Bah voilà, ce serait là le Barça jouerait là. Non mais en tout cas oui, c'est vrai que c'est très compliqué pour le Barça. On l'a aussi entendu, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Xavi dans sa conférence d'après-match a déjà dit oui, maintenant on va se concentrer sur autre chose, il y a le Classico qui arrive. Voilà, Donc, on comprend. on peut pas dire grand-chose d'autre. Voilà, on comprend que les mecs ont déjà commencé à se projeter vers autre chose. On est surpris un petit peu, Scipion. On est un peu surpris quand même parce qu'on s'imaginait que le Barça aurait été capable de battre l'Inter quand même chez lui. Est-ce que c'est si surprenant que ça, justement? Que Ah, le la Barça question. soit pas encore La question. prêt? Je sais pas, parce que ça fait un an que Xavi est là, il a eu du temps, il a eu des recrues. Je suis pas convaincu à 100% que le Barça, tu vois, soit supérieur à l'Inter aujourd'hui au niveau européen. C'est dur à dire, parce que par rapport à ce qu'on a vécu de l'Inter, justement, je l'ai dit, une équipe qui est passée à côté de ça. Je pense que c'est un Barça qui a cherché par tous les moyens à rattraper, on va dire, son retard sur des cadres européens, tu vois, à rejoindre le haut du panier, City, Bayern, Real, etc. J'ai le sentiment que voilà, ils ont fait le mercato, on s'attendait tous à ce que ça matche. Et finalement, tu vois, il y a toujours ces restes. Et malheureusement, c'est vrai que des fois, c'est dur à dire parce que c'est des joueurs qu'on a adorés. Mais tu vois, Gérard Piqué et Sergio Busquets, alors oui, par la force des choses, un Piqué devait être titulaire hier parce qu'il y avait une hécatombe en défense centrale. Bah ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix, mais par rapport au niveau de ce gars-là, tu vois, c'est un peu de l'anticipation, de la planification sportive. C'est se dire, bah voilà, Piqué était si important dans nos premières années qu'on va lui donner un contrat hyper long, un salaire immense et un statut incontournable. Et du coup, tu le payes aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est encore une fois, malheureusement, peut-être, tu vois, ces années Bartomeu, ces années fastes financièrement. C'est vrai que la on s'est dit, défense, elle est tu vois, on effrayante. va donner tout ça. Ouais, tu vois, pareil, tu vois, j'ai rien contre Eric Garcia et tout, mais tu vois, j'ai vu une Sur le image but sur de Twitter. Lautaro, il est tellement passif, mais Ils sont paumés, il le ils laisse sont paumés, quoi. contrôler et tout. Ah Derrière, ouais, non c'est une mais mise à faut voir. mort. Ils sont largués, quoi. Tu vois, Eric Garcia, je disais sur Twitter, j'ai vu une action où des gens disaient, ouais, regardez, c'est un mec qui défend super bien. Je sais plus contre qui c'était ce week-end, contre Celta Vigo. Oui, mais un défenseur du Barça, tu vas le juger en Ligue des Champions dans cette adversité-là. Et encore une fois, c'est trop léger. Mais tu vois, ce quatuor défensif, tu sais que tu vas pas pouvoir aller très loin. Il y a, je l'ai dit, par la force des choses, des absents. Donc oui, aujourd'hui, Même le bah, voilà, milieu, il est léger. Franchement, il est ouais, léger. bah, voilà, tu sais qu'un Frankie de Jong, par rapport à son Et même entrée, l'attaque. voilà, non mais tu l'as dit, je pense on va s'attarder, je pense, sur chaque secteur, tu vois. Il y a juste peut-être, tu vois, Ter Stegen, parce que je trouve qu'il revient un peu, Ouais. ça va. Lewandowski, par rapport au match aller et tout, il s'est réveillé, mais voilà, le chat se dit, il a eu 8, bon, bah, il y a eu C'est 8 un parce peu qu'il y a trop un doublé. tardif, quoi, ça le Un problème. peu, ouais, le réveil un peu tardif, mais quoi qu'il arrive, oui, aujourd'hui, on est déçu par rapport aux attentes. On parle quand même d'un club qui, voilà, c'est important d'insister, mais s'est mis dans le rouge financièrement. Enfin, tous les Ouais. dirigeants du Barça ont planifié une qualification en quart de finale pour rentrer dans leurs frais. Donc, forcément, tu peux dire qu'il y aura des sacrifices, et peut-être que là, tu peux dire que malheureusement, peut-être, c'est une hypothèse, hein, mais peut-être que cet été, tu vas devoir sacrifier un Gavi et un Pedri, parce que bah, tu as fait tellement de leviers économiques, tu as sacrifié les droits télé, que forcément, tu vas devoir sacrifier. Bon, ils ont bien un levier de côté encore sous la main. Ah, T'inquiète. on va voir, hein, on sait jamais. Mais quoi qu'il arrive, oui, aujourd'hui, on est obligé de, tu vois, de cibler, tu vois, plusieurs responsables. Certains joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités, Xavi dans son coaching, et forcément, encore une fois, les dirigeants. Et j'ai envie de dire que c'est plus que Laporta, c'est toute une poétique du Barça où tu dis encore, c'est difficile à entendre pour les supporters et tout par rapport à tout ce qui s'est passé cet été, mais peut-être que le Barça a encore besoin d'une période longue. Malheureusement, pas d'apprentissage, mais tu vois, pour se régénérer, pour malheureusement les sénateurs les Comment mettre de côté. Voilà, on sait que le Milan a connu ça, on sait qu'il y a plein d'autres équipes, que Manchester United va être aussi dans cette période, Arsenal aussi l'a vécu, et le Barça, malheureusement, est encore dedans. Le discours est assez alarmiste. Oui, Bruce. Avant de revenir sur le Barça, comment Lewandowski peut avoir 8 et Lautaro 7 par contre? Enfin, Je suis d'accord, ouais. j'ai l'impression que j'ai pas vu le même match, parce que bon, à la limite, t'aurais inversé les notes, ça serait un peu plus Parce qu'il claque un cohérent. doublé, hein, tout simplement. Mais hein, Lautaro, il donne 10 caviar, Je suis c'est d'accord, un je suis poison d'accord. à lui tout seul. Non, mais sincèrement, Lautaro, il fait même Barella, tout ça, mais Lautaro, il fait un match incroyable. Enfin, je trouve, à mon sens, c'est celui qui a fait le plus mal sur le match. Sincèrement, il a été monstrueux. Après, Lautaro était fou. pour revenir sur le Barça, comme il l'a dit, défensivement, moi, j'attendais pas grand-chose, même si, bon, il devait pas être aussi catastrophique, parce qu'ils avaient trop d'absents. Donc voilà, on sait que Piqué, c'est plus ce que c'était, et on sait aussi, par exemple, et même Marcos Alonso, tu vois sur le match, tu vois Garcia et tout, bon, c'est très limité derrière, mais ils avaient des absents. Là où moi je suis déçu, c'est un peu par Xavi au niveau de ses choix au milieu de terrain. Je l'avais déjà dit contre l'Inter et lors des matchs précédents. Ok, Pedri, tu peux le mettre, mais pour moi, Gavi, c'est trop en tant que titulaire pour le moment. Tu peux le faire rentrer, etc., mais c'est trop tendre encore. C'est pour ça que peut-être concerner un peu plus un caissier, surtout qui connaît bien la Serie A, il connaissait bien l'Inter, etc. Concerner un peu plus un caissier. De Jong, on sait pas, lui, on en fait voir de toutes les couleurs pendant le mercato et tout. Ouais, c'est galère. Le mec, De t'as Jong. l'impression que c'est devenu le pire joueur. Enfin, il est sous-utilisé, on comprend pas.
Donc pour moi, il y a des erreurs à ce niveau-là de Xavi. Et puis Busquets, on le sait qu'il sera encore très bon quand le Barça a le contrôle total du jeu, qu'il n'y a pas 100 000 courses à faire derrière, il sera très bon. Mais là, bah, sur un Barça comme ça, où des fois il faut courir, où il y a des espaces, etc., là c'est très compliqué. Donc là, j'en veux au niveau du milieu de terrain à Xavi à ce niveau-là. Et l'attaque, je suis déçu d'une manière générale, notamment par Rafinha. Rafinha. Parce que c'est un joueur, je trouve quand même intéressant, qui a des qualités, mais c'est vrai que dans les gros matchs de LDC, là, il a pas été bon, vraiment trop imprécis, trop de déchets. Dembélé, ce que je disais dans l'ensemble, on parle sur les matchs qui comptent, le match contre le Bayern, les deux contre l'Inter. Dembélé, c'est celui peut-être sur lequel tu as le moins envie de taper, parce que même s'il y a du déchet, au moins il a tenté des choses, il a fait des choses. Voilà, et Lewandowski, bah, ce que je disais, réveil un peu tardif, tu vois. Là, il met les buts à la fin, mais malheureusement, je pense que voilà, il y avait peut-être aussi un peu plus besoin de lui lors des matchs précédents, notamment contre le Bayern, où il avait eu 2-3 occasions très intéressantes en première mi-temps, et contre l'Inter, bah, il avait été muselé. Donc voilà, c'est moi perso, c'est un Barça avec le début de saison de l'Inter et tout, en voyant que ça allait pas très bien, en sachant que l'Inter souvent en Ligue des Champions ça galère un peu en poule et tout, je me disais ce Barça-là peut quand même s'en sortir, tu vois. Moi je les voyais se qualifier, mais au final, bah, c'est sûr que bon, bah, c'est toujours plus facile de parler après, mais en tout cas, bah, quand tu vois les deux matchs face à l'Inter, honnêtement l'Inter mérite plus que le Barça. Donc au final, il n'y a pas une si grande surprise que ça. L'Inter a été meilleur sur la double confrontation et c'est eux du coup qui méritent bah, d'aller en huitième de finale. Bon, même si c'est pas fait encore à 100%, mais on l'a compris. Il y a pas grand-chose à aller te dire parce que l'Inter, voilà, Lautaro est incroyable, Barella derrière, ça a été des chiens. Voilà, même si sur la fin et tout, ça a été plus compliqué quand ils ont reculé, un peu comme le match aller, mais au final, dans l'ensemble, là, tu sens quand même qu'il y a plus de tauliers, quoi. Tu sens qu'il y a un peu plus de tauliers, ce qui a manqué par exemple au Barça, parce qu'il y a eu beaucoup de grosses conneries. Malgré tout, avec des tauliers, on pense à Piqué, qui à la base est censé être un taulier, mais c'est plus le cas depuis un moment. Mais même avec le manque d'expérience au milieu, etc., il manquait trop de choses. Peut-être au final, bah, au Barça pour espérer mieux, puis c'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah, il a que le thé de taulier là, Piqué pour le coup. Hein, bah, il lui reste plus que ça, mais ça se ressent pas sur le terrain. Là, oui. sur la passe ça là, se ressent où il la laisse passer. Et franchement, mention spéciale encore une fois à Barella, qui est un putain de joueur, on le sait tous. Et à Lautaro, qui est un poison permanent, qui est vraiment lui aussi. Des fois, il a un petit peu de déchet à la finition, mais tu peux pas trop lui en vouloir parce qu'il court tout le temps, il harcèle tout le temps. Non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Non, mais en tout cas, c'est sûr que le Barça, par rapport à tous les leviers, oui, qui avaient été activés, comme l'a dit Scipion, c'est sûr que je pense que la qualification, là, elle était importante. En fait, je pense que c'est un pari qui a été fait du Barça d'avoir une progression très rapide pour essayer de revenir le plus rapidement possible au plus haut niveau. Et ça nous a même un petit peu tous, je pense, trompés parce qu'on s'est tous dit... Alors après, bah, c'est jamais fini et tout, mais on s'est tous dit que ça y est, c'était le bon moment. Le recrutement était séduisant. Enfin, je veux dire, tu avais pris tous les joueurs qu'il fallait justement pour bah, redonner en tout cas du souffle, régénérer ton effectif. Là, on se rend compte que bah, la marche était peut-être encore un peu trop haute et que bah, ils étaient peut-être pas encore prêts. Donc, ça va leur faire du mal à voir comment ils vont se relever de ça. Maintenant, ils sont quand même plutôt bien en Liga, donc c'est pas la saison n'est pas terminée. Et puis les joueurs, je pense, les joueurs qui sont arrivés, il leur faut aussi le temps, bah voilà, de monter en puissance dans cette équipe. On est peut-être un petit peu allé trop vite avec le Barça. On a peut-être oublié, voilà, de mettre quand même quelques petits warnings. On avait des petits problèmes de transmission avec Kanto. Kanto, est-ce que t'es de retour? Est-ce que tu nous entends? Ah ouais, je suis là. Ok, parfait. Alors justement, je voulais Kanto, que tu peut-être nous parles un peu plus de l'Inter, parce que c'est vrai que le Barça, on en a beaucoup parlé, c'est eux qui étaient attendus au tournant, mais l'Inter, sur les deux confrontations, franchement, chapeau, parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau, faut se dire la vérité, ils étaient en difficulté, il leur manquait quelques joueurs, et pourtant, on les a vus, ils ont été peut-être même encore plus malins que le Barça, ils ont été très solides, très sérieux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe, honnêtement, après ces deux matchs? On peut dire que déjà ils avaient un match à pression parce que quand tu joues un groupe de Champions League avec le Barça, le Bayern et Pilsen, bon bah tu sais que finalement ta vraie confrontation, bon bah, est-ce que ça va être contre le Barça, est-ce que ça va être contre le Bayern? A priori c'est plutôt contre le Barça qui est une équipe en reconstruction qu'un Bayern qui est quand même déjà bien façonné depuis pas mal d'années, même si tu es capable ces trois équipes peuvent se taper entre elles. Donc déjà c'était un match ultra important, que ce soit au match aller ou au match retour, et c'est une équipe qui au match aller, ben, c'est pas démobilisé, c'est pas dégonflé. Moi j'ai toujours eu l'image ces
dernières années, je sais pas, que c'était un peu dans l'ADN de l'Inter de, je sais pas, une équipe un peu irrégulière, pas de choker, mais Il est capable de avec- coups. Si, Voilà, de capable- choker, de choker. Mais Souvent, ouais, ils auraient mérité mieux et c'est ils ça. choquaient. Ah ouais. capable de s'effondrer Ouais. et du coup c'est pour ça que bon j'en attendais pas forcément grand chose de cet Inter dans ce groupe là. La finalité c'est que au match aller ils font une belle performance avec des aléas, avec des buts refusés, des pénaltys bon dans les deux sens, que ce soit pour l'Inter ou le Barça. Enfin bref, il y a eu un match en termes d'arbitrage un peu spécial. Et puis là hier voilà un match quand même avec une seconde période très impressionnante, hyper dingue, avec des ressources, arriver à marquer à la 89. Bon, même si derrière ils prennent un but en fin de match, on a une équipe qui a pas peur, une équipe qui est capable de jouer un football qui est séduisant avec des joueurs d'expérience, hein, parce que sincèrement, hein, quand tu regardes la compo, tu as Edin Dzeko qui a 105 ans, tu as Mkhitaryan qui est plutôt jeune, enfin voilà, tu as des garçons quand même qui ont maintenant pas mal de bouteilles et qui vécu, pourtant voilà, ils ont beaucoup d'expérience. Même un Handanovic, Barella qui est encore Ouais. jeune, t'as l'impression il a 10 ans de Oui. carrière derrière c'est lui ça, au plus haut niveau. C'est un briscard. C'est incroyable. Ah ouais, il joue comme les C'est un anciens, tu sais, les super Italiens. intelligent. Ouais, C'est ça, incroyable. ouais. Et bon, voilà, après on a vu Onana hier. Et normalement, il y a Brozovic. Brozovic en plus, normalement, qui était absent. Oui, super ça, En important plus, pour qui est très fort en plus. Je pensais à Brozovic également, mais voilà, c'est une équipe où il y a un mélange entre des jeunes et des joueurs d'expérience. Voilà, on s'est posé un peu des questions peut-être par rapport à certaines recrues, comme à Serbie, qu'est-ce que ça allait vraiment apporter au club et tout. Et puis au final, on voit que la direction a voulu construire une équipe, et c'est une équipe qui pour le moment tient largement la route en termes de résultats et footballistiquement parlant. Donc voilà, ça va être une équipe qui va être difficile à sortir maintenant. Bon, en tout cas, une chose est sûre, oui, et c'est exactement la conclusion que j'allais faire, hein, c'est que ce sera pas simple de scoltiner l'Inter qui semble avoir trouvé peut-être une manière d'embêter des équipes qui, sur le papier, ont un bagage technique peut-être un peu plus fort qu'elles, oui. Souviens-toi, Braque, que l'an dernier, Oui. ils sont pas loin d'éliminer Liverpool en Oui, Ouais. Bruce l'avait rappelé. Ils ont la été semaine meilleurs que dernière. Liverpool. Hein. Ouais. Sur les deux matchs, Il y a un scénario où ça tourne mal avec Alexis Sanchez et tout, mais. même à l'aller, ils perdent 2-0 chez eux, alors qu'ils méritaient mieux que Liverpool. Et... À Liverpool, les avait eu, tu vois, l'expérience Ouais, et tout, mais exactement. je pense que ce match leur a servi. Après, tu vois, c'est une équipe, enfin, on l'a dit, enfin, ils ont tellement de chocs. Antonio Conte a quand même une histoire hyper contrastée avec la Ligue des Champions, on le sait. Ouais. C'est hyper frustrant parce que finalement, tu dis qu'ils ont les joueurs et ils ont surtout, tu vois, l'espèce de coup tactique sur un match aller-retour, embêter n'importe qui. Maintenant, faut le prouver. Et là, je pense que hier, voilà, ils peuvent se servir de ça. De toute façon, les doubles confrontations, tu vois, dans le schéma défensif, dans les individualités, dans comment bien jouer finalement, et surtout avoir beaucoup de réussite, parce que tu vois, genre 8 frappes cadrées sur 12, enfin vraiment hier je les ai trouvées assez impressionnantes de justesse, et même, Ouais. enfin impressionnant, à part à la fin où ils ont un peu décollé, ils auraient dû gagner l'occasion d'Aslani là qui la donne pas. Ouais. Normalement, Ah ouais, incroyable. ça dans le vestiaire, il doit se faire engueuler 100 000 fois, Incroyable. se faire pourrir, mais honnêtement c'est une équipe qui est ok, ouais, qui a de la qualité, qui devait encore, je sais pas comment gagner, ouais, un peu mieux jauger. De toute façon, ils sont en train de prendre l'expérience et tout. Après, comme on a dit, hein, il y a quand même des joueurs assez âgés qui ont vécu ces matchs-là, mais il leur faut encore, tu vois, ce bagage-là, et je pense que ça va servir pour la suite, ouais. Ouais, en tout cas, c'est sûr que oui, ils ont trouvé encore plus de solidité parce que on sait que par le passé, l'Inter, c'est toujours une équipe qui avait ce truc-là un peu, voilà, j'aime bien le dire, à l'italienne. Mais là, oui, s'ils continuent comme ça, on peut avoir une équipe, alors je dis pas prétendante au titre, mais en tout cas qui peut faire sauter un Non, mais gros. oui, voilà, Vu ce qu'ils ont exactement. proposé là, Ouais. c'est Non, mais on le sait. cette on équipe le fait sait. peur. Le deuxième de groupe, ils vont être chiants. Ouais, exactement, exactement. En tant que deuxième, t'auras pas envie de les tomber, quoi. Ça va être pour le PSG, ça, tu vas voir. Si jamais il termine premier. Alors, messieurs, je vais vous demander, comme d'habitude, d'être un petit peu court hein, sur les autres matchs. Hein, juste me dire un petit peu les autres matchs que vous avez vus, ou si vous avez vu des résumés, il y a des choses que vous avez envie de mettre en avant ce soir. Peut-être juste une question par rapport au Napoli, parce que le Napoli... Ok, on en est encore aux phases de poule. Ok, c'est que le début de la saison, mais qu'est-ce qu'ils sont impressionnants. Enfin, je veux dire, cette équipe est incroyable. Jusqu'où peut aller cette équipe? C'est la question que j'aime poser avec ce genre d'équipe, Bruce. Bah ça, je pense que personne sait. Hein. En tout cas, c'est une équipe qui se pose pas de questions. Tu sais, ça fait penser un peu aux belles épopées, même de l'Ajax, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des équipes qui attaquent à outrance et qui ont des vrais joueurs de ballon et qui sont sûrs de leur force, tu vois. Et qui arrivent à avoir un certain équilibre. Bon, ils peuvent encaisser des buts et tout, mais en général, ils en mettent pas mal. Donc, honnêtement, non, tout est réuni. C'est vrai que Naples, tout est réuni. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une saison un peu spéciale et que il va y avoir une grosse coupure, tu vois. Là, ils sont dans une dynamique de fou. Là, il va y avoir une grosse coupure avec la Coupe du Monde. Donc, à voir comment ça va reprendre.
Donc voilà, ça peut casser la dynamique. Ouais, mais après, honnêtement, en tout cas, ils ont une équipe super, super intéressante. Donc honnêtement, il y a quand même, c'est mérité ils ont quand pour même, eux parce que ça joue bien, ouais. ils ont quand même pas mal de joueurs qui vont pas jouer la Coupe du Monde, hein, Napoli. Et Ouais, mais tu c'est quand sais, même important. en question de dynamique quand même, tu vois ce que Oui, je oui, veux oui. dire? Quand t'es sur une Oui, oui. lancée, tu sais, t'as pas envie que ça s'arrête. T'as Non, envie que ça continue, tu vois. Je suis d'accord. Là, il y a eu la Mais- petite blessure de Zambo quand même à signaler, qui est Ouais. Ah oui, sorti il faut le pendant dire ça. match. Ouais, Parce que c'est musculaire, faut savoir. Ouais, c'est ça. Donc voilà, parce que Zambo, c'est quand même j'allais dire le meilleur milieu de terrain de l'équipe, mais quand Un on des voit meilleurs joueurs, quoi qu'il arrive. Ouais, mais Si, tu peux Oui, le dire, oui. il est même dans le top 3 milieu Serie A, enfin il a tellement pris Oui, de mais- Extraordinaire, ouais. Ouais, mais à côté, t'as Zelinski qui est tellement incroyable aussi que c'est pour ça que j'ai La pas. remise j'ai de pas- Zelinski pour Ah, Lozano. pour Ouais. Lozano sur le premier, En plus, c'est du incroyable. beau football, quoi. C'est un football Ah, qui est mais contagieux, même- que t'aimes voir ça. T'as Gvaradona Même qui est Lozano. incroyable, Raspadori qui met but sur but là. Bon, lui, c'est un taureau aussi. Mais même Lozano qui normalement a un profil de poche, le mec a la vista de la tête d'arriver à mettre une petite tête lobée. Enfin, je veux dire, c'est là que tu vois que les mecs ils sont full confiance. Il y a le milieu de terrain qui est incroyable. Défensivement, bon, bah, ils prennent des buts, mais ils s'en battent un peu les reins, j'ai l'impression. Et puis bah, devant, Lozano. Osimhen aussi, c'est vrai, il y a Gvara, Osimhen, oui. oui, il y a blessé Osimhen. pendant qui est- 2 mois et t'arrives Ouais. à tourner sans lui. Et avec Et lui, il a la saison marqué. qu'il avait fait l'année dernière, c'était quelque chose, Osimhen aussi. Hein. Il a marqué avec un énorme raté aussi sur le match, mais il a marqué un but, donc ça c'est pareil, ça va le remettre direct en confiance. Donc non, c'est une équipe qui nous impressionne encore. Ouais. Non, et puis tu te rends compte que même si t'as pas la meilleure défense d'Europe, tu te rends compte que ton équipe elle est portée en fait par cet élan que te donnent tes joueurs devant. Franchement, tu regardes la défense du Napoli, je veux dire, normalement, à la base, elle fait trembler personne. Hein. T'as des Juan Jesus, des mecs qui sont là, qui ont fait tous les clubs de Serie A. Le mec, il se retrouve ici. Après, c'est pas full enfin, claqué quand même, hein, ça T'as va. des Mario Rui. Non, je te dis pas que c'est claqué, hein, mais je te dis, franchement, t'as des défenses qui sont peut-être un peu plus fortes, tu vois. Et pourtant, ça tient, parce que tout le monde court, en fait, tout le monde court ensemble. Donc c'est vrai que cette équipe-là, moi, franchement, t'as presque envie de mettre une pièce sur eux, quoi. C'est ce qu'ils font, c'est. Il y a tout le c'est temps une équipe impressionnant. comme ça chaque année, Il tu y en a sais. toujours. Il y en a toujours une. Bah là, Ouais, c'est le Napoli. C'est Je pense une qu'on folie. peut être confiant sur eux. Et j'ai une anecdote d'ailleurs, quand Vas-y. j'allais voir un match en début de saison à Naples, c'était contre la Spezia, je me suis vraiment focalisé, tu vois, sur Gvara, le Géorgien en vrai. Et en fait, c'est un joueur, c'est impressionnant comme tu vois, il inspire la crainte aux défenseurs. C'est-à-dire que Ouais. chaque prise de balle, je sais pas pourquoi le défenseur va reculer immédiatement de 2 mètres. Alors normalement, tu vois, on t'apprend à aller vers l'avant. Et ce mec, il a un vécu européen qui n'est que de 3 mois. Et déjà, tu vois, il inspire quelque chose. Et ça me fascine. Et franchement, en plus, j'aime bien, c'est que tu vois, hier, ils obtiennent un penalty, Osimhen lui donne le ballon, tu vois le récompense, tu vois, en plus, tu sens que Spalletti et tout ça, ça tourne extrêmement bien. Et vraiment, c'est assez saisissant, ouais. Ouais, il a un côté très insouciant. Ils l'ont comparé à Ribéry hier. C'est vrai qu'il y a un peu de Ribéry. Moi, je trouve qu'il y a aussi un peu de caca chez ce joueur, hein, toute proportion gardée. Enfin, il a une conduite de balle, enfin, la vitesse de course, la frappe. et C'est tout. un Enfin, mec, il a peur de me rappelle rien, il un peu plein de percute tout le joueurs. temps. Ouais. Il Ouais, a il peur percute, de ouais. rien et de personne. Tu lui mets n'importe quel défenseur en face, il s'en bat les couilles. Hein. Il va y aller comme si c'était un joueur Alexander normal. Arnold s'en souvient. Ah non, mais il a peur de personne. Il y a eu l'énorme carton de Liverpool face aux Glasgow Rangers, hein, avec un triplé de Mo Salah. Firmino, Bruce, qui revient très bien aussi en ce moment. Ouais. Firmino, faut le dire, il est vraiment, il a retrouvé du peps. Hein. Bah, c'est vrai que dans un Liverpool qui fait un début de saison mauvais, qui a pas mal de pépins aussi, on peut dire que Bobby, il surnage un peu. Bon, il y a Diaz, etc., qui lui arrive toujours à faire le taf aussi en général, mais en tout cas, c'est vrai que Firmino, c'est peut-être à un moment où on ne l'attendait pas, parce qu'il nous a fait des grosses périodes de disette où il marquait pas de but et tout. Et en tout cas, là, dans un Liverpool qui fait vraiment pas un bon début de saison, lui, en tout cas, il leur fait beaucoup de bien. Il marque beaucoup de buts et tout. Donc voilà, il y a aussi ces petites passes de classe et tout. C'est un joueur qu'on aime voir jouer, parce que même quand il marque pas, tu sais, il est capable de te faire des déviations en une touche ou des passes un peu fantasmes. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour lui. Ouais. Et puis, heureusement, pour Klopp, en tout cas, il peut compter sur lui. Clairement. Est-ce que par miracle, quelqu'un ici dans l'équipe a vu jouer les Brugeois? Est-ce que quelqu'un a pu voir quelques petites minutes? Parce que je l'avoue que moi je les ai pas du tout regardés et pourtant c'est la sensation de ce début de saison en Champions League. Alors, Personne moi, ne les a vus? Je vais pas pouvoir faire le hipster, genre j'ai vu les 4 Ouais. matchs de Bruges, c'est impossible, je serai un immense mytho. Mais par contre, c'est une équipe qui m'intéresse parce qu'il y a énormément de jeunes joueurs. Tu regardes les catégories d'âge et tu vois, tu as des 2005, des 2004, des 2003 qui rentrent dedans. Et en fait, je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière, Bruges avait fait un super match contre le PSG, le 1 partout. Oui, on Où s'en ils étaient souvient. vraiment gênés, le Bruges de Philippe Clement. Et en fait, ils ont vraiment continué
à développer cette politique, tu vois, d'une équipe avec de l'intensité qui rend dans l'adversaire. Et surtout, il y a des joueurs, tu vois, comme Mignolet, tu te souviens, putain, à Liverpool. Il a fait Liverpool, un match là. Voilà, là tu vois, t'as un mec qui est touché par la grâce. Ils ont eu la baraka un peu, ouais. C'est vraiment une équipe qui travaille extrêmement bien en termes de recrutement, de politique. Aller chercher, tu vois, à la fois des talents scandinaves comme Skov Olsen, aller chercher, tu vois, des Ghanéens comme Sowa. Enfin, en gros, ils ont vraiment une vision assez à long terme. Et du coup, bah, tu vois, des coups comme Djukla, l'ancien joueur du Barça, tu dis qu'en fait, tu peux le prendre, voilà, qu'est-ce qu'il peut donner. En fait, c'est un joueur qui s'est superbement intégré. Et vraiment, sa performance contre l'Atlético à l'aller, elle m'a bluffé parce que, tu vois, dans l'intensité, dans répondre présent dans le duel et surtout les déplacements, enfin, vraiment, il a perturbé. Et tu sais qu'une équipe du Cholo, elle est bien en place. Et lui, vraiment, il a donné tout tourné aux défenseurs. Enfin, il savait plus dans quel système il jouait, tellement il était bon. Donc, voilà, franchement, je pense que ça récompense, voilà. On sait qu'on dit souvent dans le football, voilà, plus t'as d'argent, plus t'as de chances de réussir, mais je pense que Bruges, ça prouve que quand t'as une réflexion à long terme, quand tu bosses bien, t'es récompensé. Alors c'est peut-être pas au niveau, tu vois, de Naples en termes de hype, parce que forcément Naples en a collé 16 ou 17 buts, mais Bruges, franchement, ça prend pas de but par contre. Ça prend aucun but. C'est très positif pour eux de se dire que voilà, c'est une équipe qui va se retrouver en huitième de finale. Je pense que ça récompense du bon travail. Et voilà, une équipe belge qui se retrouve à ce niveau-là, je trouve que c'est super positif. Et encore une fois, c'est une équipe qui a un nombre de joueurs né après demi qui est assez impressionnant, donc ils vont encore en embêter pas mal. Et tu vois, ils ont perdu De Ketelaere qui a signé au Milan. Voilà, tu perds ce joueur, tu arrives à le remplacer, il n'y a pas de souci. Et 0 défaite, 0 but encaissé, premier de la poule, un petit match nul, hein, bien sûr, contre l'Atlético hier. Franchement, équipe sensation. Et il faut le dire, la poule est pas simple, hein. Porto, Atlético Madrid et Leverkusen. Moi, franchement, je pense que là, c'est vraiment à souligner. Bravo aux Brugeois. Et encore une fois, vous le savez, je vous le dis, si vous êtes belge et que vous êtes supporter de Bruges, vous avez envie de venir en parler, franchement, n'hésitez surtout pas. L'émission, elle est ouverte et on vous fait une petite place et vous venez nous raconter un petit peu ce qui est fait de bien du côté de Bruges. Le Bayern, bon, rien à signaler. Hein, voilà, victoire tranquille face à Pilsen. Sané qui est extraordinaire en ce début de saison. Enfin, Sané, ouais. Sané est fou, ouais. Non, mais si tu le vois sur ses prises de balles, ses frappes, il est tellement en confiance, il est trop fort en ce moment, lui. Il est froid en plus, il est très froid. Un joueur comme ça fait peur. Hein. C'est un beau joueur. Quand il est comme ça, en espérant qu'il garde cette constance et tout, parce que c'est peut-être ce qui lui a manqué aussi par le passé. Mais s'il arrive à être constant et tout, à conserver à peu près un niveau comme ça, c'est violent. Non, c'est très fort. Petit relâchement quand même à la fin, le Bayern qui menait 4-0 quand on 7-2. C'est un peu comme la fin de Dortmund, pas dans la même proportion, mais tu sens que par rapport à cette défense du Bayern, t'as pas encore toutes les garanties et je pense que Nagelsmann doit bosser sur ça, ouais. Pas qu'à la fin, parce que il y a une énorme parade de Ulreich là qui prend un missile sur la tête et le ballon qui monte en l'air, et à un moment il y a Mosquera aussi, l'attaquant colombien qui est en face à face et qui tente une louche. Je sais pas trop, mais c'est là où tu vois que finalement même contre Pilsen, le Bayern est capable de concéder 4 énormes occasions en 90 minutes, et c'est un peu à l'image des soucis défensifs. Bon, par contre la défense de Pilsen, hier j'ai analysé vraiment tous les buts. C'était la première fois que je voyais une défense aussi calamiteuse en Champions League, mais vraiment je pense que c'était... On va pas les blâmer non plus. Non, on va pas les blâmer, mais simplement dire que je pense que c'est niveau catastrophique. Quoi. Voilà, catastrophique. Ah ouais. Voilà. La défense, c'était Mais il y a eu pas mal d'équipes en Ligue des Champions, parce que là, ça parle sur le chat, les Rangers, j'avoue, il y a eu des trucs, notamment le but de Bobby, tu sais, au premier poteau sur le corner, mais laisse tomber, il a limite même pas à sauter. Tavernier, il est sur lui, il le ceinture, il va même pas au duel aérien. Toutes les journées de Ligue des Champions, là, il y a une ou deux équipes qui passent complètement à côté de ces défensivement, où tu as l'impression que c'est les portes ouvertes. C'est vrai que là, ça arrivait pas mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de buts. Tavernier, c'est pas un mec, il a 20 piges, c'est le capitaine des Rangers, si je dis pas de conneries. Le mec, il est au premier poteau en train de tenir Firmino, il n'y a même pas de duel aérien. Firmino, il a juste à mettre un coup de casque. Mais c'est pas possible de défendre comme ça. C'est pas possible. On est d'accord. Bruce, on peut pas y échapper, bien entendu. C'est le moment. Un petit mot quand même sur le Milan. Rien n'est joué encore dans cette poule, hein, c'est pas terminé. Mais bon, c'est vrai que ça fait peur. Cet aller-retour là va quand même laisser des petites traces pour la suite. Ouais, sincèrement, l'aller, je m'y attendais. J'avais fait que en parler, je le sentais pas. Et je me doutais que ça allait très mal se passer. Donc pour moi, pas une surprise. Le retour à la maison et avec le retour d'Hernandez, je m'attendais à mieux et je pense qu'il y aurait vraiment eu match. Le problème, c'est que
bah, le match est mort avec ce penalty et ce rouge pour Tomori très tôt dans le match. Voilà, fini. Il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match à cause de ça. Sinon, Ça a tué le match, ça. Sinon, Con, bah, quand ça arrive très tôt, dès le début du match, et surtout que bah, c'est un peu l'incompréhension, parce qu'on voit bien pire en général, et même Mason Mount, il a dit limite le péno, déjà, il était limite surpris que ça siffle péno. Alors que, encore, moi, ça, je suis pas surpris totalement, parce que tu peux le comprendre que ça siffle un petit péno, tu vois. Parce qu'il le tire et tout, ça, pas de souci. Mais même lui, il a dit le péno, ça m'aurait même pas choqué que ce soit pas sifflé, mais le rouge, il dit c'est incompréhensible, tu vois. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, donc c'est ça le petit problème. C'est que bah, ça a flingué le match. Alors je pense vraiment que Milan avait de quoi faire contre Chelsea sur ce match maintenant. Bah, ils ont leur destin entre leurs mains. Il faut gagner les 2 matchs suivants. Tu gagnes tes 2 matchs, tu es qualifié. Ça va pas être simple. On se rappelle que l'année dernière, ils ont fini dernier de poule. Ils étaient dans la poule de la mort, mais ils ont fini dernier de poule. Donc c'est sûr que ça serait catastrophique 2 fois de suite. C'était le retour. Ouais, mais même là, t'as une poule qui est quand même plus abordable, tu vois. T'as pas l'excuse d'être dans la poule de la mort ou quoi. Donc, logiquement, tu t'es censé te qualifier. Donc, s'ils se qualifient pas, bah écoute, et c'est une possibilité maintenant, bah ça serait catastrophique. Mais écoute, c'est comme ça. Rendez-vous Voilà. pour le Milan, un déplacement à Zagreb et la réception de Salzbourg. Ouais. On y croit. Moi, franchement. Ouais, bref, ça va pas être simple parce que Zagreb, T'inquiète, on l'a vu de Chelsea qui avait gagné aucun de ses 2 premiers matchs. Leurs 2 victoires, c'est contre Milan. Ils n'avaient pas battu Salzbourg, ils n'avaient pas battu Zagreb. Il y a rien de, je te le dis franchement, il y a rien de facile. Là, c'est tout pouvait être dur. Il va falloir cravacher. Le Shakhtar continue à faire galérer le Real. Ils avaient gagné à l'aller, mais là, match nul contre le Shakhtar. Alors, aucun incident pour le Real Madrid, si ce n'est celui sur Rudiger, bien entendu. Mais le Real Madrid, toujours premier de sa poule avec 10 points, il avance confortable. Ils seront en 8e de finale. Sur ça, il n'y a pas de souci. C'est peut-être plus derrière où ça va se jouer avec Leipzig, qui là s'est imposé à Glasgow. Et il faut y aller. Là-bas, il faut aller gagner des matchs. C'est toujours des matchs un peu piégeux et pourtant c'est bon. Ils s'en sont bien sortis. Leipzig qui va donc affronter le Real sur le prochain match. Peut-être une petite preview de ce match, messieurs. Est-ce que Leipzig, pour toi, Scipion, peut derrière accrocher son billet là contre le Real? Est-ce que ça va pas être un petit peu compliqué? Ouais, je pense que ça peut le faire. Par rapport au changement de coach qu'ils ont eu, tu sens que c'est une équipe qui quand même, a bien rebondi. T'as quand même pas mal, tu vois, d'armes pour aller chercher cette 2e place. T'as André Silva, t'as forcément Nkunku, t'as Forsberg, t'as Slobozaj. Voilà, t'as un paquet de vrais bons joueurs. Je pense que vraiment ils ont eu un souci avec Tedesco, ça a pas pris. Donc moi je suis plutôt optimiste pour eux. C'est forcément ce qui me dérange un peu plus, c'est toujours un peu cet aspect défensif. Avec le football que prône Leipzig et même au-delà Red Bull, avec cette intensité-là, des fois il y a des pertes de concentration, et notamment en défense. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner, mais je suis convaincu que pour Leipzig, tu vois, ça va passer. Je pense que le Shakhtar, faut voir comment est-ce qu'ils vont digérer ce retour. Après, tu vois, par rapport à l'aller, voilà, je pense qu'il y aura peut-être un plan anti-Moudric, tellement il a été bon, Oui. tellement ça a été un poison pour eux. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire, mais je pense que pour Leipzig, ça peut tourner dans leur sens. Dans le bon sens. En tout cas, oui, il y aura une belle finale à suivre sur la dernière journée face au Shakhtar et ce sera à l'extérieur pour Leipzig. Donc, encore une fois, un petit warning. Bruce, on termine très rapidement avec un résultat un peu surprise là sur cette journée. C'est le match nul de City face à Copenhague. Ouais. Alors, évidemment, City a un petit peu fait tourner. Il y a eu Le un match nul, péno quand même. raté, oui, ça a fait tourner. Il y a eu un rouge en plus, donc forcément, ça complique un peu la tâche. Ça avait fait tourner, il y a un péno raté. Oh, franchement, un match nul en mode, je pense, on s'en fout et sans incidence. Enfin, Ouais, ça ouais, changera ouais, rien pour City en tout cas. Tant mieux pour Copenhague, mais ça change rien pour City, on s'en doute. Donc, ce qui est important pour eux et pour Pep cette semaine, c'est le match contre Liverpool. C'était la priorité, je pense. Oui, de toute façon des 2 côtés, clairement, c'était assez clair. Ils ont toujours 3 points d'avance sur le Borussia et Séville qui semble, Séville qui est quasiment même éliminé, on peut le dire, face à Ouais, Dortmund. Séville, ça va être compliqué. Je trouve quand même que leur match à Dortmund, c'est encourageant parce que c'est toujours cet électrochoc avec le nouveau coach à la Sampaoli. Et tu sens déjà qu'il y a des joueurs qui veulent se montrer et qui veulent gagner leur place. Donc voilà, je pense que tu as vraiment eu cet effet Sampa. Donc je trouve que vraiment dans le fait de rentrer dans cette équipe de Dortmund et tout, après il leur manque toujours un petit peu tu vois, comment dire, de qualité
individuel. Je trouve que c'est vraiment, enfin, Monchi, Ouais. on a souvent loué ses mercato et tout. Là, je trouve qu'il s'est vraiment foiré. Donc, je pense que Sampaoli va devoir faire avec les moyens du bord. Mais tu vois, par exemple, un Nianzou qui marque de la tête, ça va faire du bien, lui, parce que lui, Oui. son saison était compliquée. Voilà, ils ont fait un investissement sur lui. Ça doit être, tu vois, leur futur Koundé, tout simplement. Donc, à Ouais. voir comment ça va se passer. Mais ouais, je pense que Sampaoli a beaucoup, beaucoup de travail quand même. Ils vont se diriger en tout cas vers une petite période de transition, hein, les Sévillans. Et c'est vrai que j'ai appris là que Tanguy Kouassi avait changé de nom de famille. J'étais pas au courant personnellement, hein, je sais pas si dans le chat Il faut vous le qu'on dise saviez. Nianzou maintenant, ouais. Il faut dire Nianzou. Mais il y J'étais un avait peu surpris. il y avait déjà, mais Oui, c'est c'est. déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Oui, oui, il fallait. C'est que oui, il faut l'appeler comme ça, oui. J'étais pas, je t'avoue, j'étais pas au courant. Ok, alors messieurs, on termine en regardant les cotes des équipes françaises pour les matchs du soir en Europa League. Rennes qui sera en déplacement au Dynamo de Kiev, Nantes qui reçoit Fribourg ce soir. Là, attention, attention les Nantais, on sait que la période est un petit peu compliquée. Monaco en déplacement à Trabzonspor. Et bien sûr, il nous reste aussi l'OGC Nice qui lui va recevoir le FC Slovako. Une cote à 3,90 pour le FC Nantes à domicile. Bruce, c'est vraiment comme si on n'y croyait pas du tout là. Bah après, c'est normal. Nantes ne gagne pas un match, a du mal à marquer des buts. Et Fribourg. Après, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Et Fribourg est une des meilleures équipes de Bundesliga en ce moment. Donc à partir de là, bon, ça me paraît logique. Il n'y a pas de grande surprise. Je vais pas te mentir. Ce match, tranquille, je vais le regarder. Mais j'attends aussi beaucoup le match contre Brest ce week-end. Parce que Ouais, celui-là. c'est plus important à tes yeux. Bah, c'est que là, la poule va être compliquée. Après, si tu le prends, ça peut être bien pour la confiance, tu vois. Mais le match contre Brest, putain, celui-là, j'avoue que s'il y en a un à gagner, je pense que c'est celui-là cette semaine, hein. Ouais, tu choisis celui contre Brest, quoi, plutôt. Hein. Ouais, je pense. Le Stade Rennais à 1,90, l'AS Monaco à 2 et l'OGC Nice apparemment qui est bien, favori à 1,36. Ça, c'est les codes que vous pouvez retrouver sur le site PMU Sport avec, comme d'habitude, le code d'inscription Bruce qui vous permet d'avoir votre premier dépôt remboursé à hauteur de 100 € remboursé en vrai argent. Messieurs, merci. C'était très très cool, de très beaux débriefs et de très beaux sujets abordés. On continuera d'en parler lundi. Merci beaucoup d'être passé, Scipion. Écoute, toujours le même plaisir, c'était super. Oui, merci au chat de Free Scipion parce que être masqué par le logo d'un club de Conference League, ça picote. Non, il y a aucun souci. C'est pas de ma faute là. Il n'y a aucun problème. Merci à toi. On mettra Kanto en bas la prochaine fois. Et comment faut l'appeler Kanto Antetokounmpo ce soir, non? C'est ça? Oh, Jamorent, c'est Jamorent le maillot. C'est vrai que t'as peut-être raté une carrière, hein, vu ton gab et tout, Kanto. Je t'aurais bien vu en NBA. Et comment il s'appelle? Ouais. Dans la raquette, j'en aurais bougé pas mal, je pense. Hein. Comment il s'appelle le joueur qui fait peur à tout le monde en ce moment, là, le français, là? Wembanyama, Victor. Wembanyama, voilà, c'est ça. Ouais, il y a un air de Wembanyama. Oui, merci beaucoup, Bruce, merci à toi. Merci les gars, bonne soirée à tous. Et puis allez Nantes aussi au passage, les gars. Allez les clubs français ce soir. Allez Nantes. Bye bye tout le monde. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao.